Finalement, on demande à un enfant de lutter un peu contre quelque chose qu'il maîtrise pas. Et moi, j'ai des souvenirs que très jeune, il y avait des problèmes de confiance en moi, quoi. Je me disais, mais pourquoi je suis pas comme les autres? Parce que l'air de rien, on était très dans le truc, faut pas faire de vagues, tu veux pas nous afficher. En gros, c'était ça, hein. Tiens-toi bien, ne fous pas la honte, et ça pour un gamin qui se contrôle pas, c'est très très dur à apprendre avec le recul. Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis le créateur du podcast À chacun son TDAH, l'émission à chaque épisode où je reçois un invité qui vient nous parler de son parcours et de comment il vit au quotidien avec son trouble de l'attention. Alors, le TDAH, c'est quoi ? C'est un trouble neurodéveloppemental qui a, entre autres choses, un impact sur 3 aspects dans la vie. L'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Ce trouble débute pendant l'enfance et on estime que 2,5% des adultes sont concernés. Ce podcast a pour but d'informer et d'échanger autour du trouble de l'attention. Toutefois, ne perdez pas de vue que mon invité et moi-même ne sommes pas des professionnels de la santé, donc nos propos ne remplacent en rien celui d'un professionnel. Aujourd'hui, je suis hyper content car je reçois Arlette qui vient de nous parler de comment elle vit son TDAH avec elle-même et son entourage. Allez, c'est parti. Salut Arlette, comment ça va ? Salut Antoine. Ça va Tu bien. vas bien ? Ouais. Ouais. Je suis hyper content de te recevoir sur ce 2e épisode. Alors le podcast est tout nouveau, tu en avais entendu parler par les réseaux sociaux. On a pas mal échangé avant de préparer cet épisode, mais du coup je te laisse te présenter un peu auprès des éditeurs, nous dire ton âge, ce que tu fais, voilà. Alors, je m'appelle Arlette, j'ai 36 ans, j'habite en France, en région parisienne, côté campagne. Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant plus de 10 ans auprès d'enfants et d'adolescents autistes qui ne parlent pas. Je me suis spécialisée sur la communication pour mettre en place des choses quand ils parlent pas, comme des signes, des tablettes avec des synthèses vocales, un petit peu organiser leur langage. Dans la vie, ben, je suis en couple, je suis mariée avec 2 enfants de 7 ans et 5 ans. Alors la particularité, c'est que mon mari est TDAH, que j'ai une petite fille avec un TDA sans l'hyperactivité et des troubles de l'apprentissage, et que j'ai une autre petite fille de 5 ans qui est diabétique de type 2. Donc du coup, c'est beaucoup de charges, beaucoup de choses à penser en même temps. Voilà. T'as un parcours, c'est ce qui m'a plu qu'on a préparé l'épisode, on en a un peu parlé, mais on s'est réservé cette partie sur ton parcours pour le podcast. T'as un parcours quand même qui est assez hors norme. Est-ce que déjà t'en as conscience et comment, première question, comment ça se passe en fait au quotidien par rapport aux gens que tu rencontres qui sont pas du tout au fait de ce qu'est un TDA, un TDAH ou dans ton travail par exemple? Alors déjà, moi, vu que moi j'ai quand même su très tôt dans mon parcours pour quelqu'un de ma génération de 36 ans, puis là j'ai 9 ans, je sais que je suis TDAH, donc j'ai des petites stratégies que j'ai mis un petit peu pour pallier. Parfois c'est pas des trucs cool, hein, mais je me suis créé une espèce de carapace. Je suis plutôt grande, je fais 1m80, je suis costaud, et j'ai une personnalité qui en impose, donc du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais une petite carapace, du coup les gens ils n'osent pas trop se frotter à moi. Donc ils vont me trouver original, atypique, mais avant qu'on m'attaque, il y a un petit chemin avant, il y a quand même du temps. Ouais, c'est souvent c'est de l'incompréhension, enfin quand tu dis avant qu'on t'attaque, il y a parfois de la méchanceté, tu sens, ou c'est juste de l'incompréhension? Oui, je trouve que moi, les plus grandes difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est avec les femmes. Avec les hommes, ça se passe toujours très bien. Ils me trouvent géniaux, ils voient tout de suite qu'effectivement, il y a un truc au niveau de l'hyperactivité, de l'impulsivité, du fait que mon cerveau, il va à 100 à l'heure, que j'ai 36 000 idées, que je m'arrête jamais. Mais avec certaines, hein, pas toutes les femmes, hein, mais avec certains types de profils de femmes qui sont très carriéristes, qui ont un peu les dents, qui rayent le plancher, qui sont très scolaires, bah, du coup, on a des profils qui s'opposent. Et du coup, moi qui est un peu brouillon à cause de mon TDAH par moment, bah, du coup, je vais vite attirer leur attention. Et du coup, on peut avoir des difficultés. Donc c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je dis à mon employeur au début, mais par contre, quand on me connaît bien, quand on connaît mes qualités et mes défauts, je le dis. Mais je veux pas que ce soit un passeport.
Je comprends, je comprends. C'est marrant parce que moi, c'est un peu pareil dans le sens où, avec les personnes du même sexe, en fait, qui sont complètement en opposition avec mon caractère, ça a tendance à clasher aussi très très rapidement. Donc, Ouais. t'inquiète pas, t'es pas la seule sur ça. À mon avis, ça fait partie d'une des caractéristiques. Mais je sais, je m'étais jamais fait la réflexion comme ça, tu vois. Mais le fait de te l'entendre dire, ça fait écho à ce que j'ai déjà vécu. J'avais une question par rapport à ça. Tu dis que du coup vu que tu as 36 ans, que tu es au courant pour ton TDAH depuis, tu as dit l'âge de 9 ans, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que étant donné que le diagnostic du TDAH, c'est un truc qui est assez récent quand même, ça a mis beaucoup de temps, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est reconnu officiellement chez l'adulte depuis seulement 13 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment ça s'est passé à l'école, comment tu as été diagnostiqué, comment tu as su, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, moi, j'ai eu une enfance très difficile qui faisait que du coup, j'ai très tôt, il y a eu un socle familial qui était très instable. La stabilité a été retrouvée à peu près vers l'âge de 5 ans et demi. Avec Mhm. pas mal de grosses difficultés et tout. Et donc, du coup, pendant un certain temps, on a pu mettre ça sur le dos des difficultés familiales, du divorce très tôt, de la problématique sociale, le fait que ma mère et mes parents n'avaient pas les papiers, le fait qu'on n'avait pas les moyens de beaucoup de choses. On pouvait mettre ça sur ça. Puis après, rapidement, dans notre entourage, quand la situation de mes parents s'est arrangée, que ma mère s'est un peu plus concentrée sur moi, il y avait une orthophoniste dans notre entourage, une jeune orthophoniste à l'époque, qui travaillait à l'hôpital Robert Debré et qui du coup avait entendu parler des troubles neurodéveloppementaux, mais on appelait ça le TADA à l'époque. Et donc du coup, voyant comment j'étais, elle disait que quand on te regardait, c'est comme si il y avait comme si on te mettait des coups électriques, il fallait que tu partes, que tu te tenais pas en place, comme s'il y avait des pulsions qui faisaient que tu devais partir, bouger. Et du coup, elle a dit à ma mère, ah, bah écoute, je pense qu'elle a un TADA. Et du coup, elle est venue avec les articles. Et à l'époque, on insistait beaucoup que sur le côté hyperactif. C'est-à-dire que le côté attention, on s'en foutait un peu, mais le côté impulsivité et hyperactivité, c'était ça qui intéressait tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et alors, déjà, premier truc, l'hôpital Robert de Brest, c'était bien celui dans le 19e, on est d'accord? Oui, je pense que c'est ça, ouais. C'est marrant, j'ai vécu pas très très loin je suis allé là-bas. Alors rien à voir avec le TDAH, mais je suis allé quelques fois là-bas effectivement. Donc on était, si ça se trouve voisins, on s'est peut-être croisés effectivement à l'époque. Ah oh, Même peut-être, ouais. parce qu'on est à peu près de la même, ouais, on est de la même génération, mais j'ai un an de moins que toi et du coup ouais, je me souviens de l'hôpital Robert Debré, c'était cet énorme blocos Ouais, c'est ça. dans un style, le style un peu châtelet, je sais pas comment on appelle ça en architecture, mais ouais, je vois très bien, c'est marrant, si ça se trouve, on s'est croisés en tant gamin, c'est drôle, imaginez. Mais tu vois, le TADA, je connaissais pas du tout, mais ce qui est sûr, c'est que, ça c'est un truc que j'ai entendu plein de fois, c'est que le côté hyperactif était le plus visible, en fait, et ce qui faisait que les enfants étaient traités. Mais du coup, si tu avais un trouble de l'attention, mais sans hyperactivité, c'était beaucoup plus dur de le percevoir à l'époque. Enfin, je sais pas si c'est ta perception aussi. Exactement, en fait, bon, j'ai pas raconté toute ma vie, mais j'ai mon frère qui a aussi des troubles de l'attention, mes parents aussi. Et mon frère, il est versant de troubles de l'attention. On a 4 ans de différence, mais pour lui, c'est passé complètement à la trappe. Et pareil pour mon mari, qui est profil plutôt calme. Et donc, du coup, c'est vrai que je me rends compte que il valait mieux foutre le bordel pour que tu puisses être aidé, parce que les autres, je trouve de cette génération-là, ils ont beaucoup plus souffert, je trouve. Ouais, enfin, j'allais dire, je suis d'accord, mais moi j'étais plutôt dans la catégorie effectivement qui faisait moins de bruit. Mais effectivement, déjà on parlait beaucoup de l'aspect hyperactif pour les gamins qui tenaient pas en place. Et c'est quelque chose voilà, que tu pouvais pas ignorer. Ça se voyait un gamin qui trépignait en classe, qui bougeait partout. Ça se voyait et on appelait ça juste des hyperactifs. Et dans mon souvenir, il n'y avait pas vraiment. C'était le début. On savait pas comment le gérer. On disait, faut calmer le gosse, faut lui faire beaucoup de sport, mais il n'y avait pas encore cette considération vraiment médicale. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que moi je le percevais avec le recul. Et c'est exactement ça. En fait, à l'époque, on avait donné à ma mère les premiers systèmes de contrats avec des gommettes. C'est-à-dire que je me tenais bien, je faisais une journée où j'allais bien à l'école. C'était vraiment l'école qui intéressait ma mère, hein. Ne pas avoir des remarques dans le bulletin.
parce que Mhm. c'était des bêtises pas très graves, du genre, un copain allait me demander, Arlette, tu me prêtes ta gomme, j'allais la balancer à travers la classe. Tu vois, c'était pas des choses gravissimes, mais qui perturbaient quand même une classe. Et donc, du Ouais. coup, ma mère en avait marre des remarques de bavardage, de ça. Et puis, j'étais quand même très en avance scolairement, ce qui fait que, du coup, parfois, on faisait des trucs en cours. Par exemple, pas dans tout, hein, mais par exemple, en histoire, en français, j'aimais beaucoup. Et en fait, je connaissais déjà l'histoire de Clovis ou des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, ça m'intéressait pas, j'étais sur autre chose. Donc, c'est vrai que moi, c'était beaucoup ça. Les contrats pour le comportement, pour les remarques, pour pas me battre à l'école. C'était surtout ça qui intéressait beaucoup ma famille Ouais. à l'époque. Ce n'est que le deuxième épisode, mais je tiens à dire que je suis super heureux de faire ce podcast parce qu'à chaque fois que je parle avec différentes personnes, j'ai l'impression de redécouvrir des trucs sur mon enfance, enfin de revoir des passages. Parce que ce que tu dis en fait sur la réputation des parents, moi je l'ai vécu et je pense qu'en fait les gens qui nous écoutent vont aussi se reconnaître là-dedans. C'est qu'il y a ce côté j'ai pas envie de dire c'est pas pour le bien de l'enfant parce que je pense que nos parents, notre entourage a fait ce qu'ils ont pu en essayant de nous comprendre, mais il y avait c'est vrai ce côté qui revenait et j'ai l'impression que c'est pareil pour toi, tu me dis si je me trompe, mais ce côté la réputation, tu vois, c'est pas que tu fous la honte, mais tu mets un peu les gens dans l'embarras avec ton impulsivité, le fait que tu peux pas te tenir. Tu le vois un peu comme ça toi aussi ou pas? Ben, écoute, moi, quand tu dis réputation, moi, je nuancerais pas. Je vois les choses comme ça, parce que l'air de rien, on était très dans le truc, faut pas faire de vagues, tu veux pas nous afficher. En gros, c'était ça, hein. Bien sûr que ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec, par rapport à leur génération d'avant, ils étaient très, très attentifs, hein. Mais je trouve quand même que oui, on nous a quand même bien mis dans des cases, dans des boîtes, hein. Ouais, ouais, je pense. Et puis effectivement, tu fais très bien de nuancer. C'est que nous, on a grandi Alors, on a grandi tardivement par rapport à la reconnaissance du TDAH, mais il y avait déjà, tu vois, il y avait toute une éducation qui était en train de changer par rapport à Françoise Dolto, l'écoute de l'enfant et tout. Ceux de la génération, par exemple, imagine nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui avaient ça devait pas être la même histoire au niveau éducation, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il n'y avait pas de reconnaissance. Oui, je pense qu'à l'époque, ils se faisaient beaucoup taper, où t'allais vite en professionnel, où on allait juste te classer bandit, délinquant, foufou, tu vois. Je pense que ouais. Ouais, ouais, clairement. C'est fou. Non, mais t'as raison, il y a tout ce côté tiens-toi bien, nous fous pas la honte. Et ça, pour un gamin qui se contrôle pas, c'est très très dur à appréhender ouais, avec le recul. Ouais, et puis je trouve que pour la confiance en soi, c'est compliqué parce que finalement, on demande à un enfant de lutter un peu contre quelque chose qu'il maîtrise pas. Et moi, j'ai des souvenirs que très jeune, il y avait des problèmes de confiance en moi, quoi. Je me disais, mais pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi j'arrive pas à ne pas bouger pendant le discours de mariage à l'église? Pourquoi moi, pendant que les autres ils sont là au musée, moi je remue? Pourquoi j'ai... Voilà, c'était tout le temps ça. Je Ouais. réfléchissais beaucoup et j'ai des souvenirs de me dire, ouais, je veux pas ça pour pour mon enfant, quoi. Ouais. Donc très jeune, t'as déjà la certitude en fait que y a un truc qui cloche entre guillemets, que t'es pas comme les autres. Tu le vois déjà très jeune, tu t'en aperçois. Ouais, malheureusement, c'est pas à la maison, je m'en aperçois, mais c'est dès que je suis confrontée à l'extérieur, qu'on sort de la maternelle et qu'on commence à rentrer en primaire, ouais. C'est les gens de l'extérieur par rapport à la remarque qui m'oblige à me comparer aux autres. Mais ce qui est dingue, c'est que contrairement à, je pense, plein de gens, contrairement à moi par exemple, t'as vécu un truc que moi et d'autres personnes n'ont pas vécu, c'est-à-dire que tu le dis très bien, c'est dès que tu te confrontais à l'extérieur. Mais chez toi, étant donné que les gens, tes parents, ton frère avaient déjà ça, tu pouvais pas t'apercevoir de la différence. Ce qui est dingue, parce que moi, pour le coup, je voyais déjà la différence à la maison. Mais toi, c'était pas le Ouais. cas. Voilà, moi c'était ça, c'était vraiment l'extérieur, parce qu'on m'acceptait telle que j'étais la plus grande de la fratrie, et puis comme mon père, ça m'a excité aussi depuis toujours, c'était un petit peu une norme, c'est pas grave à la maison, tant que voilà, je connaissais les règles de sécurité. C'était vraiment l'extérieur qui m'a un peu plombé dans mon développement. Parce que du coup, tes parents, du coup, ils ont. Est-ce que tu en as parlé avec eux par la suite? Est-ce que eux, ils ont mis un diagnostic, un mot sur ce qu'ils avaient et comment eux, ils l'ont vécu, à ton avis, en fait, par rapport à leur enfance, par rapport à ça? T'as déjà parlé de ça avec eux? Alors du coup,
Euh, j'ai ma mère qui est plutôt dans le déni, qui dit ouais, j'ai sûrement un TDAH, c'est vrai qu'elle sert sur certains trucs, mais j'ai toujours fait ma vie et je me suis bien débrouillée et ma vie est accomplie, donc je vois pas l'intérêt d'aller faire un diagnostic. Je trouve pas que ça a un impact tant que ça dans ma vie. Mais par contre, elle culpabilise beaucoup de la façon dont elle m'a accompagnée. Parce qu'elle me dit, là, maintenant, adulte, je vois les conséquences de ce truc de vouloir te mettre dans les boîtes, la pression que tu te mets tout le temps et l'anxiété que tu as. Elle dit, j'ai ma part de responsabilité, j'aurais dû mieux accompagner. Pareil pour ton frère, à l'époque, on pensait que c'était un gamin qui prenait rien au sérieux, qui était tout le temps dans la lune, qui faisait aucun effort, et je m'en veux. Et mon père, il est plus dans le déni. C'est pas des discussions qu'on a toutes les fois où j'essaie d'aborder le sujet, il fait celui qui comprend rien. Il me parle de tension cardiovasculaire, je lui dis, t'as des problèmes de la tension, je pense pas. Oui, c'est vrai. Bon, bref. Donc, je pense que en tout cas, pour ma part, c'est une génération, ils ont pas tellement envie d'en savoir plus. Ouais, j'ai vu ça avec pas mal de gens aussi au fil des discussions avec des personnes. Mais ce qui est dingue en plus, c'est que c'est le TDAH, enfin le TDA, TDAH, c'est quelque chose qui est héréditaire. Ça vient bien de quelque part. Donc si t'es, en général, quand t'es TDAH, c'est-à-dire qu'il y a au moins une personne, pas forcément un de tes parents, mais ça peut remonter à plus loin, mais qui l'a été, c'est obligé. Tu vois. Et souvent, en fait, c'est très très dur d'en discuter avec les personnes concernées. Oui, c'est fou, surtout que moi, mon père, c'était vraiment un profil, il avait vraiment des comportements excessifs de délinquance, il a quitté l'école très tôt, autodidacte, au potentiel, il a beaucoup compensé, il tenait pas en place. L'impulsivité a fait qu'il a perdu beaucoup de boulot, qu'il a eu beaucoup de problèmes dans ses relations amoureuses. Donc effectivement, c'est le vrai TDAH, comme tu peux le lire, avec tous les excès, avec les addictions. Et c'est quelqu'un qui vraiment ne veut pas mettre le nez dans ça pour approfondir. Donc c'est vrai que c'est étonnant. C'est dingue. Oui, parce qu'il y a des personnes, tu vois, moi j'appelle ça des degrés. Dans le TDAH, tu as des personnes qui vraiment le sont à 2000%, si tu veux, qu'on tout, c'est-à-dire l'impulsivité, comme tu dis, le besoin de nouveauté, voilà, et tu as des personnes qui le sont beaucoup moins. Et donc, quand tu l'es à 2000% et que c'est évident, c'est d'autant plus, je ne veux pas dire bizarre, c'est libre à chacun, mais effectivement c'est d'autant plus, comment on pourrait dire, étrange, curieux de pas vouloir savoir. Tu vois, comme si le fait de confirmer, en fait, ça allait briser quelque chose. C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais basé toute leur vie en se disant, bah voilà, je suis comme ça, ou en tout cas en se posant pas les bonnes questions. Et comme tu dis, moi j'ai vraiment ce profil-là où on est sur les conduites sexuelles à risque, on est sur vraiment tout le profil cliché du TDAH adulte. Et mon père se dit, non, non, j'en ai rien à faire, je veux pas savoir. La vie continue. Ouais, ouais. Et t'as plein de gens qui veulent pas reconnaître ça, enfin, ou pas qui veulent pas, mais qui, de prime abord, tu vas leur présenter les faits, tu vas leur expliquer. Ils vont toujours te trouver une excuse ou une justification pour t'expliquer que t'étais pas vraiment TDAH. C'est-à-dire, c'est l'éducation, c'est ton caractère, c'est l'école, ça, un trouble neurologique, ils le considèrent pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Comme s'il y avait du charlatanisme, c'est un truc à la mode, mais c'est un vrai truc, c'est un vrai truc médical et ça demande beaucoup de temps et d'explications pour expliquer aux gens que non, c'est pas un truc que t'as trouvé du jour au lendemain, c'est plutôt quelque chose que t'avais sur le bout de la langue, tu savais pas ce que c'était jusqu'au jour où t'as été informé sur ce qu'était le TDAH. Ah, alors, c'est vrai que moi, travaillant dans l'humain avec les troubles neurodéveloppementaux, j'ai beaucoup de gens qui sont quand même sensibles à ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'il m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça dans le cadre privé. C'est vrai qu'en général, on a une discussion, puis on n'a plus une autre. Puis même quand tu fais partie de ma famille, du coup, je me tiens très très loin. Ouais. Et puis il y a tout le truc au niveau relationnel, le truc d'explication. Faut pas que tu veux pas avoir la pitié des gens non plus. Enfin, j'imagine, tu vois, moi c'est comme ça. Tu veux pas avoir la pitié des gens. Tu veux que les gens soient au courant, mais les gens, ils savent souvent, ils savent pas comment gérer ça. Et ça peut devenir un peu bizarre, un peu gênant. Tu vois, je sais pas si ça t'est arrivé, toi. Alors, j'ai oublié de préciser que je suis formatrice aussi dans la vie et que du coup, régulièrement dans le mois, 3-4 fois dans le mois, je me déplace pour donner mes formations sur la communication. Donc, je rencontre plein de gens inconnus. Et il y a des moments,
je suis en train de, ça fait peut-être 3-4 heures que je fais ma formation, même pendant la pause, les gens ne te laissent pas faire ta pause parce qu'ils viennent te poser des questions sur des cas cliniques, des soucis qu'ils ont. Donc du coup, c'est vraiment pour moi très très compliqué les formations. Parce qu'il faut Mhm. tout donner, faut rester focus. Et il m'arrive parfois, quand je suis en train d'observer, ou que je fais des ateliers, ou que je les fais répéter des choses, de devoir regarder tel atelier reproduit une vingtaine de fois, parfois au 13e, 15e, je suis plus. Ou en tout cas, j'ai des décrochages. Et quand je dis, excusez-moi, j'ai des troubles de l'attention, ça c'est compliqué, là, faut vraiment qu'on fasse une pause. Ou par exemple, que je vais avoir un comportement impulsif, dire non, là c'est pas bon, et que je vais leur demander de reprendre, je vais devoir me justifier sur le TDAH. Et j'en vois certains qui font des têtes du style, mais n'importe quoi, elle est juste mal polie, ou elle est juste inattentive, et elle prend des excuses je le sens. Et là, on rentre dans quelque chose de gênant. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est Ouais. que dès le début, je dis, je suis TDAH quand je suis encore toute fraîche, toute rigolote, quand ça va bien. Comme ça, quand après ça vient, c'est pas comme si c'était une excuse pour pallier au fait que j'ai bugué un peu, quoi. Ouais, du coup, moi, je voulais un peu que tu nous expliques ce que tu as commencé un petit peu à nous dire, comment c'était pour toi à l'enfance, comment tu as su très jeune qu'il y avait un truc qui clochait, entre guillemets. Est-ce que tu peux un peu rapidement nous parler du parcours du diagnostic, comment ça s'est passé, qui t'a vu comme professionnel, est-ce que c'était rapide, est-ce que ça a été long, est-ce que ça a été dur, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Donc, je rappelle le contexte, quand je disais à l'époque, ma mère était migrante sans papier, avec une situation financière difficile, avec 2 enfants. Donc, du coup, quand l'ami orthophoniste lui a parlé de ça, lui dit, écoute, moi, je vais faire un premier bilan. Parce que nous, on a une formation à ça, donc il y a eu le bilan qui était gratuit parce que c'était une amie. Ensuite, on m'a orienté vers le pédiatre de la PMI, une consultation gratuite, qui a dit, ouais, mais elle est très bonne élève, et puis c'est un petit peu d'originalité. Vous savez, ça, je pense que c'est des trucs d'américains, donc un peu de déni. Ma mère, donc du coup, quelques mois passent et cette hyperactivité, cette impulsivité prend beaucoup, beaucoup de place à l'école, les remarques et tout ça, c'est terrible. Et puis elle trouve quand même qu'il y a des troubles du sommeil, que je suis un enfant qui tient pas en place, très tôt j'ai accès à la lecture, donc je lis des livres de grands, je dors pas la nuit. Vraiment un enfant un peu spécial et puis très, très agité, toujours en train de se mettre en danger et tout. Et donc du coup là, elle décide elle demande à pouvoir prendre un rendez-vous à Robert Debré. Donc je pense qu'à l'époque c'était peut-être pédopsychiatre, hein. Et j'ai un souvenir d'avoir été passer toute une journée de batterie de tests où j'ai dû faire des dessins, où on a demandé beaucoup de choses, comment je me sentais. Euh, et ensuite qu'on rend les conclusions à ma mère en disant que j'ai un profil de haut potentiel, blablabla, que je suis hyperactive, que je suis un enfant, que c'est sûrement à cause du cadre familial, donc on culpabilise beaucoup ma mère, qu'on dit qu'il faut me stimuler, qu'il faut que je fasse du sport, que j'ai besoin de beaucoup d'attention, qu'il faut nourrir tout ce cerveau qu'il faut nourrir et qu'il faut faire plus. Donc, et que du coup, ma mère demande si on peut soigner. On dit non, il y a les médicaments, mais c'est pour les Américains, elle se débrouille bien à l'école. Elle, faut surtout un petit peu lui serrer la vis et l'occuper, qu'elle soit crevée, qu'elle se couche crevée. Voilà. Ok. Et alors, il y a plusieurs trucs. Alors, en vrai, ce qui est étrange, ce qui est pas non plus complètement faux, dans le sens où un TDAH, tu dois effectivement le stimuler. C'est pas complètement faux comme diagnostic, mais il y a le côté, effectivement, un truc que moi j'ai jamais compris, enfin en lisant, en me renseignant sur le TDAH, il y a ce truc effectivement qui est beaucoup revenu, mais pas que sur le TDAH, hein, sur plein de pathologies. Tu l'as très bien dit, c'est ouais, les médicaments, ça c'est un truc d'américain. Mais au final, il y a quand même plein de pathologies où on s'est rendu compte qu'on était vachement en retard. La France et l'Europe, tu vois, Euh, à pas vouloir prendre le taureau par les cornes, à pas vouloir essayer. Et tous les traitements médicamenteux viennent des États-Unis pour le coup, et ça a été reconnu beaucoup plus tôt au Canada et aux États-Unis. Et moi, je trouve ça dingue quand même avec le recul. Ah oui, non, c'est clair. Je trouve ça dommage qu'on ait diabolisé ça, qu'on ait diabolisé ça et qu'on lui ait dit ça, parce que ça veut dire que dès le début, on m'a fermé une porte aux médicaments. Et même dans mon parcours adulte, j'ai dû galérer pour trouver quelqu'un qui acceptait de me donner cette ordonnance. J'ai dû aller à l'étranger, quoi. La France, tous les neuropédiatres, ils me disaient non, bah non, non, médicaments, non, là, non, médicaments, non, médicaments, non. C'était toujours diabolisé. T'as tout à fait raison quand tu dis ça. On avait pris Sauf que moi, je le vois dans l'autisme, mon domaine, on a pris tellement de retard, on a toujours 20 ans de décalage dans tout, c'est gênant. Et ayant fait justement mon stage de fin d'études à Montréal, c'était compliqué après de revenir en Europe, en France et en Belgique, de voir le retard qu'on avait. Et donc, si je comprends bien, en fait, c'est d'abord, ta mère est d'abord allée voir un orthophoniste pour toi, puis ensuite un pédopsychiatre, c'est bien ça?
Voilà, donc après, il y a eu le médecin. Pour pouvoir avoir accès à Robert Debré, tu dois avoir le pédiatre qui donne une lettre de recommandation. Donc, elle a parlé au service gratuit de PMI, là, les trucs, les médecins gratuits, l'espèce de permanence qu'ils faisaient à l'époque chez moi le lundi, où tu pouvais aller avoir accès à un psychologue ou à un médecin, un pédiatre s'il y avait un souci. Donc, elle a d'abord vu ça en local, dans le village du coin, Ouais. où ils ont dit oui, effectivement, c'est vrai qu'elle est hyperactive, mais regardez, elle travaille bien à l'école, elle est intelligente, elle parle hyper bien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc du coup, ma mère a laissé tomber et en voyant que les difficultés à l'école de comportement perduraient, elle a dit non, faut quand même que je creuse. Je peux pas laisser tomber, ça va pas. La petite, elle a 4 ans, il y a tout le temps des remarques. Voilà. Ouais. Et donc c'est après que l'orthophoniste est venu est rentré dans la course. Non, 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 l'orthophoniste, c'est notre amie. Donc dès le début, c'est elle Ah, qui a d'accord. orienté. C'est elle qui a dit, ouh, Ok. elle, je pense qu'elle a un TADA, Ok. comme on disait à l'époque. Ok. Voilà. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais ça, c'est un truc, en tout cas, qui revient tout le temps, même aujourd'hui, enfin, dans ma vie d'adulte, sans parler du TDAH, un truc que je vois au quotidien, c'est-à-dire que si tu creuses pas par toi-même, si tu limites, que tu forces pas la main au médecin en disant non, non, mais en fait, moi, je veux un truc complémentaire. On te laisse un peu sur le carreau, quoi. C'est-à-dire, faut vraiment aller chercher le truc si t'es sûr il y a potentiellement un problème. Tu peux pas te contenter de je pense que votre fille elle a rien. Et encore aujourd'hui, je trouve ça dingue. Oui, et puis tu sais, t'es de la même génération que moi. À l'époque, tu sais, la parole du médecin, c'était sacré. Je veux dire que quand le grand professeur il te recevait et te disait quelque chose, t'avais du mal, toi, en tant que petit patient, de remettre ça en cause. Là, c'est encore une autre génération, on est dans une culture, on remet vite en question avec Internet. Mais à l'époque, quand il disait ça, fallait une sacrée force de caractère pour dire que toi, petite nana, non, je vais creuser, je vais quand même aller dans ce gros hôpital. Je l'ai trouvé très courageux sur ce coup-là, ma mère, même si elle culpabilise. Grave, grave, en vrai, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire en termes de génération, parce que c'était une génération où, en fait, on est assez similaires en termes de génération et même géographique. Moi, j'étais dans Paris 19e, et il y avait ce côté, c'était déjà dur d'avoir un rendez-vous chez un médecin, parfois un spécialiste. Est-ce que t'allais vraiment pousser pour avoir un second avis? C'était rare quand même, hein. Tout à fait. Donc ouais, je vois tout à fait je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et donc du coup, ça c'était pour resituer un peu ton parcours, c'était à quel âge à peu près où ça s'est passé? Donc du coup, tout ce parcours, on commence à remarquer ça à 4 ans, elle bouge un peu 5 ans, et j'ai plusieurs rendez-vous où je vais peut-être une fois par an à Robert Debré, et le vrai diagnostic tombe, j'ai 9 ans. Celui qui se mouille vraiment. Ouais. Ça c'est fou parce que à titre de comparaison, moi mes profils sans hyperactivité, j'ai jamais eu de diagnostic fondé en tant que gamin alors que je suis allé chez l'orthophoniste pareil. J'ai eu des rendez-vous chez des pédopsychiatres, mais j'ai jamais eu de diagnostic posé. Donc ça dépend vraiment de ton profil aussi. C'est ça. Comme je te disais, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est les troubles du comportement, hein. Et à partir de ce moment-là, du coup, t'as 9 ans, comment ça se passe la suite? Alors déjà là, je suis très très mûre, j'ai déjà eu pas mal de soucis. Alors mûre, on va dire que je suis mûre sur certains points et sur d'autres, je le suis pas. C'est-à-dire par exemple, quand tu me vois jouer à la récréation, j'ai 9 ans, je joue comme un enfant de maternelle, quoi. Je balance mon sac, je cours, je fais du foot, je vais dans tous les sens, mais par contre au niveau intellectuel, au niveau conversation, je peux aller très très loin dans mes analyses. Mais en termes de gestion, d'impulsivité, c'est vraiment le rat des pâquerettes. Et ça, du coup, par rapport à ça, tu vas voir, tu continues à aller à être suivi à Robert Debré ou chez quelqu'un d'autre? Non, à partir du moment où le diagnostic tombe, tout s'arrête. C'est comme si c'est bon, c'est fini, on m'a donné une étiquette à vie et il n'y a plus personne après avec qui on en parle. D'ailleurs, même quand on va voir les médecins, on ne parle même pas de ça. Tout s'arrête, voilà, c'est tout. Et puis après, à l'école, les professeurs n'en tiennent pas compte. Les les maîtresses n'en tiennent pas compte. Donc, je suis bonne élève, je suis rigolote. Donc, il y a un petit côté où on me trouve rigolote, mais quand même, au bout d'un moment, j'agace. Donc, il y a vite de la violence. J'ai des instituteurs d'ancienne génération. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 7 8 ans, j'avais toujours celle qui était à 1 an de la retraite. Donc, c'était déjà très vieille pour l'époque, quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup de claques, je te tire les oreilles, des coups de pied aux fesses, je prends des bouquins, je te Putain. tape sur la tête avec, je te malmène, je te prends par le bras, je te sors de la classe. Il y a beaucoup, beaucoup de violence.
Ouais. Mine de rien, ça paraît fou de. Pourtant, on n'est pas si vieux, toi et moi, mais de se dire que ça, ouais, ces années 90, quoi, ça existait, quoi. Ça existait, c'était autorisé. Et en plus de ça, moi, j'ai souvenir, alors peut-être moins que toi, pas de violence physique en tout cas, mais le côté, le gamin tu sais, qui pose trop de questions, qui est trop agité, qui va pas lâcher l'affaire, un peu en rébellion face à l'autorité. Donc quand t'agaces trop vite les grands, en fait, ça peut vite mal se passer, effectivement. Ah, donc ça, c'était la difficulté. Et à l'époque, c'était toléré. Alors, c'était déjà très, très rare parce que moi, tu vois, je suis à Paris en 45 minutes, mais quand même, je suis à la campagne. Donc, c'est aussi peut-être ce truc de campagne qui fait que c'était toléré. C'est-à-dire qu'il y avait plein de parents qui savaient que ces instituteurs étaient violents. On voulait pas que son enfant tombe dessus, mais quand on avait, on se disait, bon, c'est une année à tenir, quoi. Bah oui, il y avait de ça. Et encore une fois, moi, c'était pas de la violence physique, mais tu vois, je suis déjà tombé dans une classe avec une prof qui pouvait pas me saquer, littéralement, parce que mon comportement, parce que lié au TDAH et peut-être autre chose, hein, je sais pas, mais je pense que le TDAH devait jouer beaucoup. Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu as les parents en porte-à-faux qui disent vous n'avez pas vous comporter comme ça avec mon gosse, mais tu peux rien faire. Et le professeur, à cette époque-là, en fait, a un peu tout le pouvoir. Et quand t'as un gamin qui est en difficulté, qui n'est pas diagnostiqué, c'est compliqué après d'aller voir, en fait, faut vraiment, comme dans un autre registre que ta mère a fait, faut se battre, quoi. Faut se battre pour l'enfant pour dire ça, c'est pas normal. Et par rapport à la personnalité de ma mère, elle a tout donné pour le diag et après pour la suite, elle était complètement faible. C'est-à-dire que elle validait même, hein, j'ai des souvenirs qu'on va à un réunion parents-prof, quand on fait les comptes rendus où on m'allume, à aucun moment elle me défend. On te regarde mal et limite tu dois t'excuser, quoi. Alors que c'est toi qui te prends des coups de pied aux fesses et ça, du coup, là on est dans le truc du conformisme. Elle voulait pas de vagues, elle avait honte quand elle sortait de ces réunions-là. Quand elle entendait que je jetais la gomme, que je bavardais ou que je me suis levée, alors que c'était pas des choses graves, j'étais même pas rebelle, hein. C'est vraiment, voilà, je me laissais vivre et j'ai des souvenirs que je pense que je lui fais honte et que du coup je me fais gronder et que du coup on met des échéances avec le professeur qui sont complètement soutenus et légitimes du coup et bah, on se redonne rendez-vous dans 3 mois, t'as des bonnes notes, t'es bon élève mais tu dois faire des efforts, tu pourrais être dans les meilleurs de la classe, là voilà tu gâches ton potentiel, blablabla, tout blabla toujours Ouais. habituel là et là je ne me sens pas soutenue et c'est moi qui me dis bah j'ai un souci. Et c'est là où je vais dire, c'est intéressant, enfin, c'est dramatique, hein, au final, là, nous, on a grandi, on a le recul sur ça, mais faut voir un peu, faut se remettre dans le contexte de comment on était à l'époque. C'est dur, hein, pour un gamin, c'est vraiment dur. Et ce que je voulais dire, c'est euh, le truc que j'ai remarqué avec les gens TDAH avec qui j'ai parlé, c'est il y a quand même un grand truc par rapport à l'injustice, tu vois. Alors, est-ce que l'injustice vient du fait que on se comporte mal avec toi et quand t'es gamin, tu peux rien dire, ou est-ce que c'est vraiment un truc lié intrinsèquement au TDAH? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors je pense voir parce que si c'est ça je suis complètement d'accord avec toi. J'ai eu l'impression de subir de l'injustice, d'en souffrir, et c'est vrai que maintenant j'ai dû me calmer, mais grande conquérante, c'est vrai que ça me met dans des états d'injustice, même là, adulte. Je peux sortir de tous mes codes et de toutes mes barrières sociales. Ouais, et du coup, ça dépend des gens, mais moi, tu vois, genre, je l'ai transposé à d'autres personnes, tu vois. Je supporte pas, ayant vécu ce que j'ai considéré comme de l'injustice, je supporte pas voir l'injustice ailleurs, chez d'autres personnes, tu vois. Parce que quand tu l'as vécu toi-même, moi, j'ai du mal à tolérer que d'autres personnes le subissent. Écoute, c'est un peu la même chose. Moi, je me suis calmée quand même, et tu vois, j'ai des souvenirs à Paris, porte de Clignancourt, intervenir à des moments où je trouve que les gens vivent des choses injustes, à aller me mettre dans cette difficulté en pleine nuit, en rentrant de soirée, en cours, à l'université, à défendre une nana qui vit du harcèlement scolaire et à me retrouver à dos toute une promotion. Effectivement, ça a toujours été mon fer de lance et ça m'a joué bien des soucis, quoi, de me Ah ouais, lancer non, dans ça. je te rejoins totalement sur ça. Et putain, c'est cool d'en parler et en même temps, tu vois, c'est vachement dur, quoi. Mais je me revois en partie dans ton parcours. Et du coup, raconte-moi un peu, est-ce que, vu que tu nous as dit que une fois que le diagnostic a été posé, il y a plus rien qui s'est passé, ça a duré
combien de temps cette situation avant que, par exemple, il y ait un traitement médicamenteux posé sur la table? Il s'est écoulé combien de temps? Jusqu'à mes 28 ans, quand je suis devenue maman. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc j'ai fait toutes mes études supérieures comme ça, toutes les galères que j'ai pu avoir au niveau des études supérieures dans ma vie amoureuse, dans tout. Le TDAH, c'était comme s'il était caché, c'est-à-dire que je savais que je l'étais, mais on n'en parlait plus, et plus personne n'en parlait, et moi j'en parlais plus du tout non plus. C'est c'est fou. Et comment t'en es arrivé, t'en es arrivé là, du coup, pour avoir une aide médicamenteuse, en fait? Comment le process s'est passé? La charge mentale de maman. La charge mentale de maman d'avoir un enfant qui est TDA, Ouais. qui a des troubles de l'apprentissage, qui est multidis, c'était trop à gérer. Mon mari qui est aussi TDAH, c'était trop, je pétais les plombs tout le temps. Et là, j'ai dit non, là, j'ai besoin d'aide, je vais devenir folle, je vais me suicider. Et vers qui tu t'es tourné à ce moment-là? Du coup, là, j'ai commencé par un neuropsychologue qui était spécialisé TDAH enfant. Donc, elle a bien voulu me faire passer un test en empruntant un bilan. Mhm. Donc, j'ai fait une centaine de kilomètres pour aller voir cette nana en deux, trois fois. J'étais satisfaite de son éval. Ça m'a mis en difficulté vraiment toute l'évaluation, mais j'ai bien aimé son approche et on avait bien accroché. Par contre, les recommandations dans ce qui est marqué dans son bilan, vu que la personne est adulte et entre guillemets a une vie accomplie, pas besoin de prendre les médicaments, elle devrait plutôt lire tel livre et essayer d'organiser sa vie. Ok, super. Ensuite, je me suis dit, c'est pas assez, il me faut plus, il me faut les médicaments. Puis j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, en allant dans les groupes de TDAH adultes, en voyant qu'il y avait pire que moi, il y en avait, comme tu disais, qui étaient à 2000. Donc j'ai relativisé, je disais, mais quelle vie, c'est le bazar, leur vie. Purée, c'est pas possible. Il a pas de travail. Il a pas. Du coup, je me disais, waouh, c'est chaud quand même le TDAH. Et là, ça a commencé à devenir le truc, j'étais hyper focus dessus. J'en parlais jour, nuit, j'en parlais de tout le monde, j'en voyais partout des TDAH. Donc il y a eu toute une phase comme ça qui a duré peut-être un an, deux ans. Puis vu que j'avais un enfant qui l'était et que je devais me Mhm. battre à l'école pour que la petite soit acceptée à la crèche, partout dans l'entourage à cause de son comportement, et vu que je voulais pas qu'il y ait d'injustice comme moi j'ai vécu, j'exagérais, j'étais devenu le chevalier du TDAH. Donc je saoulais tout le monde avec ça. Je respirais, je vivais TDAH, puis là j'ai commencé le parcours à commencer à rechercher des psychiatres spécialisés. Donc j'ai été jusqu'à faire 400-500 kilomètres. Et à chaque fois, Oh. ouais, j'ai été du côté de la Suisse pour en trouver un qui avait bonne réputation. Et à chaque fois j'étais déçue. Donc tu payes cher, une consultation 180, 120, 130 euros. Et du coup pour avoir de la déception avec des gens qui minimisent tes difficultés, qui disent oui tu l'es, bah c'est bien. Ouais, mais ta vie, oh, ça va. Bon, t'as un travail. T'as- J'ai fait 400 km, j'ai fait 400 kilomètres, c'est pas pour me faire insulter quand même. C'était ça. Bah, t'as un travail, t'as un mec, t'as un enfant, t'as pas le sida, t'es pas bipolaire. Voilà, c'était souvent ça. C'est comme si je rentrais dans des cases où ça va, ta vie, elle est stable, n'abuse pas. Qu'est-ce que tu veux? En plus, tu fumes pas de shit. Ah bah mince, alors donc oui, t'as pas d'addiction, même pas d'alcool. Donc du coup, mes difficultés. Et quand je parlais des troubles alimentaires, de la boulimie que moi j'avais, ce qui était aussi pour moi une addiction grave, bah c'était pas pris en compte. Oui, mais vous savez, l'alcool et le cannabis et d'autres drogues. Et du coup, je me suis vraiment sentie rabaissée. Un, deux, trois, quatre rendez-vous, puis une grosse pause. Ouais. Donc j'étais là avec mes bilans qui disaient que oui, que j'avais le TDAH, mais on me proposait rien et moi je voulais des médicaments. Je sentais qu'il fallait que je teste. Et ça nous Mhm. emmène, donc du coup j'ai 28 ans et effectivement il y a beaucoup d'années qui se passent et du coup l'accès aux médicaments, août 2020, 35 ans, je vais en Belgique dans la clinique spécialisée TDAH. Et là je rencontre un, je sais pas comment, un neuropsychiatre extraordinaire avec une approche France-Suisse, un rapport au TDAH qui est simple, où on ne nie pas tes difficultés, où on te dit qu'il y a 30 000 profils et on te dit ouais, c'est clair que tu galères, il y a trop d'anxiété. Et effectivement, tu as dû développer plein de trucs parallèles qui t'ont bouffé et qui te prennent de l'énergie. Tiens tes médicaments, tu es libre d'en prendre ou de pas en prendre, mais en tout cas ne culpabilise pas. Et là, ça a été quelque chose, et du coup, pour moi, c'est le confinement, en fait. Parce que, on va en parler après, mais effectivement, ça a été le confinement où je me suis dit, je peux plus. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, alors attends, ça c'était le moment où tu as eu ta prescription de médicaments, tu dis c'est août 2020. Ouais, Donc entre tes 28 ans en fait et août 2020, c'est 7 ans qui passent. euh, 7 ans de galère.
7 ans de galère, d'errance médicale, de Putain. voir un médecin tous les 2 ans, qui te redonne un rendez-vous dans 8 mois. Puis celui qui accepte, il te dit, OK, tu peux Ah là avoir les là là là. médicaments, mais par contre, il faut que tu payes mon pote qui est neuropsy à 700, parce qu'il y a que lui qui a les bons tests. Tu dis, mais moi, j'ai fait tel test. Non, non, c'est pas le bon. Il faut celui-ci, mon pote qui est là, qui est à Neuilly, à Ah là l'hôpital là américain. Il là. faut ça. C'est 800. Puis attention, voilà. J'avais l'impression que c'était un business et j'étais écœurée. Ça me met en colère. T'imagines même pas d'entendre ça par rapport à l'injustice qu'on disait. C'est fou parce que moi, je te comprends vraiment. Moi, j'ai vécu, je vis encore des galères sur ça. Mais bien moindre, et ça a duré bien moins longtemps, étant donné que moi j'ai été diagnostiqué en fait adulte, il y a assez peu de temps. Mais je vois complètement ce que tu veux dire dans le rapport où tu demandes juste à être traité normalement comme n'importe quel patient. Mais comme c'est un trouble neurologique assez récent, il y a cette condescendance et il y a ce parcours du combattant qui est assez dur. Pour les gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas diagnostiqués ou les gens qui ne sont pas TDAH, voilà, c'est un truc qu'il faut vraiment expliquer, c'est que c'est un parcours du combattant. Vraiment, il y a très peu de personnes, Charlotte, que j'ai reçu dans l'épisode précédent, nous a raconté qu'elle, c'était super simple, ça a été fait en un an, mais c'est l'exception. J'ai l'impression que c'est extrêmement dur de se faire diagnostiquer et qu'on le sait en fait, de tomber sur un professionnel qui va être compréhensible et qui va fournir une aide médicamenteuse, bien sûr quand ça s'y prête. Mais tu vois, pour partager un peu avec toi, moi c'était, alors moi je vis en Allemagne, donc c'est pas exactement le même process de diagnostic, mais j'ai dû m'engueuler avec un professionnel, un neurologue, qui ne faisait pas son travail. Et là, t'en arrives à des cas où tu te dis, c'est quand même pas normal. C'est moi le patient, en fait. C'est moi qui devrais être écouté et pas être culpabilisé. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Exactement, c'est ce que tu dis. Moi, quand tu parles de condescendance, c'est vraiment ce que j'ai vécu. On avait l'impression que je voulais quelque chose qui n'était pas légitime, que je demandais la lune. Et même ce respect-là, je l'avais pas. Je l'avais pas. J'ai des souvenirs de ce mec où je parcours presque 400 kilomètres qui me dit, attention, donc sa dernière phrase, après que j'ai expliqué toutes mes difficultés, à avoir fait c'est de me dire, attention à votre couple, attention à pas perdre votre conjoint. Ouais, non, c'est dingue. Je le rappelle encore une fois, nous ne sommes pas des professionnels de la santé, nous partageons juste notre expérience et on ne dit aucun nom, voilà, on ne veut pas dénigrer les professionnels de la santé et voilà, il y a plein de gens qui font très très bien leur travail, on parle juste de ce que nous on a vécu avec certains professionnels de santé. Mais voilà, tu vois, pour rebondir sur ça, moi j'ai carrément un professionnel qui a fait 3 erreurs coup sur coup. Il m'a fait faire une batterie de tests, ça a duré un an pour avoir le droit potentiellement à avoir des médicaments. Et le paradoxe, c'est que je pense que ce professionnel et lui pour le coup était TDAH et qu'il oubliait tout, mais il oubliait tout à chaque fois. Et on parle quand même de rendez-vous où le mec oubliait des informations sur les prescriptions, tu vois. Et tu reviens, tu dis bon, vous avez fait une erreur, et le mec t'accuse en fait. Et là, tu fais ah non, c'est pas possible. Ça, c'est pas tolérable. Dans la médecine, c'est moi, je suis un patient, je viens pour être traité, je viens pas pour assumer les conneries que vous faites. Donc ça, effectivement, c'est un problème. Et il faut que ça. Je pense que aujourd'hui, ça a tendance à changer un peu. J'ai l'impression parce qu'il y a des sites comme Doctolib qui notent en fait les médecins. Et je vois un peu sur Google Maps des gens qui disent faut pas aller chez cette personne. Voilà, cette personne, elle sait pas ce qu'elle fait. Mais il y a encore plein de professionnels, enfin qui se disent des professionnels, qui savent pas ce que c'est que le TDAH et qui devraient pas le traiter en fait. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Dans mon fameux parcours, tu vois, ce médecin-là, celui dont je t'ai parlé, qui m'a dit attention à votre couvent, c'était en 2019. J'ai aussi effectivement le souvenir d'un médecin qui traitait les TDAH et c'était si tu annulais un rendez-vous, t'étais banni à vie. Non mais ça, ouais. Je me dis, mais comment tu peux euh, travailler avec des TDAH, sachant nos difficultés qu'on peut avoir à planifier, à procrastiner, comment tu peux te permettre de faire ce genre de choses?
Bien sûr, c'est scandaleux de se faire ce genre de truc. Et le truc dont tu dis les rendez-vous, moi c'était des rendez-vous, pour avoir un rendez-vous c'était 6 mois à l'avance. Le rendez-vous, une fois que tu l'avais, il fallait prendre rendez-vous tout de suite après pour 3 mois à l'avance. Et c'était vraiment des rendez-vous. Mais pourquoi je reviens en fait? Pourquoi vous me contrôlez en fait? Vous faites rien. Donc au bout d'un moment, moi j'ai dit stop. Et tu vois, moi qui vis dans une grande ville, il y a un spécialiste qui est bien noté un peu partout. J'ai mis, j'ai mis 8 mois à avoir un rendez-vous en disant on reçoit plus personne. J'ai dû les appeler, j'ai dû supplier en disant écoutez, moi j'ai plus de médicaments, personne veut renouveler ma prescription, je fais comment? Vous me laissez dans la merde ou ça se passe comment? T'en arrives à. Je vis dans une capitale. Il y a deux, trois personnes expertes dans le domaine qui te disent le prochain rendez-vous, le prochain patient qu'on peut prendre, c'est pas avant 8 mois. On fait comment les mecs? On dit littéralement à ces gens-là, on vous laisse sur le côté parce qu'on n'a pas les moyens. Je trouve ça dingue. Ouais, je suis d'accord avec toi et du coup quand tu disais moi c'est ça qui me met en colère parce que j'ai encore un petit peu la rage de ce parcours-là parce que si j'ai mis autant d'années c'est parce que c'était décourageant. J'ai des phases où j'arrivais à me donner là pendant 8 mois puis parfois 8 mois après j'en étais plus là. Ça paraissait si long, si long, si long, si long et du coup je me dis oui j'ai fait 28-35 ans parce que je suis tombée sur ces profils comme ça où on m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a compliqué. Effectivement je souhaite qu'en tout cas en Europe il y ait quelque chose qui a un parcours un peu plus simplifié parce que certains profils qui ont même pas encore mis un mot sur ça, si t'es vraiment à bout, tu peux faire des bêtises, il peut arriver quelque chose de grave s'il y a pas plus de bienveillance ou en tout cas quelque chose de plus rassurant. Voilà, je trouve qu'il y a de l'amélioration à avoir et je souhaite que tous ceux qui sont dans ce moment où tu es dans cette errance de diagnostic-là s'accrochent parce que on arrive à un moment donné au bout du tunnel. Faut s'accrocher, pas trop. Voilà, la vie continue, il faut se raccrocher, quoi. Parce que c'est vrai que c'est Ouais. difficile. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu un coup de gueule parce que moi c'est pareil que toi, il y a des trucs où tu te dis en fait vous découragez tellement les gens, vous mettez tellement de contraintes euh, et je parle même pas de tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire que quand tu viens récupérer ton médicament, on te juge, tu vois, on te regarde de haut en bas pour savoir si tu mérites. En fait, mais il n'y a pas y a pas de mérite en fait. Y a pas de, je suis allé voir un médecin, j'ai fait un diagnostic pendant un an. Est-ce qu'on juge les gens qui, je sais pas, doivent prendre des médicaments toute leur vie sur, je sais pas, qui ont du diabète par exemple, tu vois? Non, t'as du diabète, t'as besoin de médicaments. Donc à partir du moment où le diagnostic est passé, moi ça m'énerve encore de devoir me prendre des réflexions sur des gens qui me connaissent pas et qui connaissent pas mon trouble. Ça me fout hors de moi. Ouais, ça je le comprends parce que bon là ils se sont habitués parce qu'ils doivent fournir en Ritaline 3 personnes. Mais au tout début, je me rappelle les préparateurs en pharmacie, les regards de jugement quand on venait chercher notre Ritaline, on aurait dit que ça nous amusait. On aurait dit, et effectivement j'ai même des souvenirs de, ils nous connaissent, on a un renouvellement voilà, on a un renouvellement chaque mois et que mon médecin s'est trompé de date sur un jour et on nous refuse la Ritaline. Il a fallu que mon médecin appelle et leur gueule dessus quoi, leur dit mais attendez vous avez des gens qui font 40 kilos pour venir me voir parce que je suis le seul médecin généraliste qui a accepté de prendre en compte leur TDAH et vous faites des problèmes comme ça en bloquant les médicaments, sachant que c'est la galère pour avoir des rendez-vous. J'ai des souvenirs de mon médecin qui est archi douce mais qui se met en colère par rapport à cette attitude-là, quoi. Le pharmacien, il me connaît bien, il sait bien qu'on en a besoin et il me bloque comme ça pendant 2 semaines avant que je puisse avoir un rendez-vous. Donc oui, c'est vrai que ça a été difficile. Après, maintenant, ça va mieux parce que du coup, en France, t'es obligé d'aller vers la même pharmacie. Une fois qu'ils ont enregistré ton ordonnance, tu peux aller que sur celle-là. Tu peux pas aller sur une Ah. autre. Tu sais tu sais que moi, chez moi, je suis obligé je n'ai pas comment dire, j'ai pas de prescription en fait à vie, c'est-à-dire que je suis obligé tous les 2 mois de retourner voir le spécialiste pour qu'il me redonne une ordonnance. Tu vois? Ah, ben en France, c'est tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je dois prendre un rendez-vous pensé et ça, je dois tomber au jour même. C'est-à-dire que si j'ai pris le 13, on me donnera pas le 11, il faut que ce soit marqué chirurgien autorisé à partir du 13, le mois d'après. Et du coup, c'est une charge mentale parce que c'est moi qui gère tout ça. Mon mari, il en a rien à secouer de ça. Donc, c'est du boulot. La différence, c'est que tu vois, moi, c'est
tous les 2 mois, c'est chez le neurologue ou le psychiatre que je dois aller, qui lui me... Ouais, ouais, c'est à ce point, parce qu'il n'y a Ah pas ouais. d'ordonnance renouvelable. Ce qui est un putain de scandale. Parce que tu fais... Attendez, en fait, c'est un traitement à vie. Je fais comment? Je vais vous voir tous les 2 mois pour vous donner le truc et je me barre. Moi, ça va, en plus, il est à 1 heure de chez moi. Mais t'imagines, en fait, enfin, voilà, Ah ouais. ce genre de truc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc maintenant qu'on a bien déblatéré sur ça, sur les médicaments, il y a beaucoup d'émotions. En vrai, c'est un sujet qui est très très compliqué, comme vous avez pu l'entendre, hein, pour Arlette et pour moi, mais j'espère que ça vous a intéressé. On va un peu redescendre en pression maintenant, avec le sujet du jour. Si tu veux bien, Arlette, moi je voulais voir avec toi, je voulais parler un peu le sujet du jour, c'était la charge mentale pendant la situation actuelle, c'est-à-dire tout ce qui était avec la situation sanitaire, donc avec le pass sanitaire, les ordonnances, enfin les mots pour sortir de chez nous. Comment tu l'as vécu, toi, un peu? Parce que c'était compliqué pour tout le monde, mais en tant que TDAH, comment t'as vécu tout ça? Alors moi, ça a été assez positif ce confinement parce que ça m'a obligé un petit peu à ralentir le rythme. Les formations à travers la France, ça s'est ralenti, tout s'est arrêté. Euh, le boulot, en étant hyper focus, mais de manière vraiment pas du tout avec la bonne distance, ça a tout coupé aussi et j'ai pu me recentrer sur mes enfants, ma famille, sur moi-même, mon ressenti. C'était bien. Par contre, la grosse difficulté, c'était tout ce qui était école à la maison. École à la maison, occuper les enfants. Des enfants avec des difficultés, surveillés à 100%, sans relais. Ça a été hyper difficile par contre. Ils ont quel âge, tes petits, Arlette? Ma petite, elle a bientôt 8 ans et la deuxième, elle a 5 ans. Ah ouais, ok. Donc effectivement, ça devait être speed à la maison. C'est vrai que j'imagine une famille de TDAH, ça doit être speed quand même au quotidien. Ouais. Mais ok. Et toi, t'as pas eu de problème à gérer tout ce qui était, par exemple, au début, les tests à faire, tout ce qui était passe sanitaire et tout, parce que pas du tout. Alors bah déjà, tu sais, la France a quand même du retard. Donc, mis à part les attestations qu'il fallait que je prenne pour les courses pour sortir, j'avais pas beaucoup de sorties à part les courses. Et puis des tests sanitaires, j'en ai pas fait tout de suite vu que moi je suis restée en arrêt de mars jusqu'à juillet. Ok. Donc moi j'avais vraiment une pause au niveau de la vie professionnelle. Pensant aux attestations, j'étais obsédée par ça avec mon anxiété, donc du coup j'ai pas eu de difficulté. C'était surtout au niveau du rythme, moi, qui a été compliqué à trouver mon rythme parce que j'avais l'impression d'être en vacances. Et en même temps, j'étais une maman qui devait faire les devoirs et en même temps qui devait structurer ses gosses parce qu'il fallait pas non plus que ce soit les vacances toute l'année. On savait pas combien de temps ça allait durer. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais, donc au final, pour toi, cette expérience, ça a été quand même, ça t'a enlevé une partie de ta charge mentale par rapport au boulot. Bon, il y a eu des difficultés à gérer la famille à la maison, mais c'était plutôt du positif au final. Ah oui, pour moi ça a vraiment été du positif. Puis ça a été aussi vraiment le moment où j'ai eu la force de me dire, bon bah là ça me correspond plus, il faudra faire autre chose aussi. C'est ça qui était bien. Ok, ok, c'est cool à savoir parce que je sais que pour certaines personnes, ça a pu être un peu problématique. Moi qui suis retourné en France, j'avoue que avec mes problèmes d'organisation, tout gérer, me tenir informé des régulations, ça m'a pris pas mal d'énergie. Mais c'est cool d'entendre que pour toi, c'était plutôt cool dans l'ensemble. Ouais. Après, effectivement, vivre un confinement à la campagne, quand tu peux te balader, quand les flics ils passent pas dans le village, quand t'as une maison, que t'as un grand jardin, c'est pas pareil aussi, hein. C'est clair, ouais. Par rapport aux grandes villes, C'est ça. c'est... J'étais un petit peu déconnectée. Contrairement à mon mari qui, lui, a été réquisitionné, travaillait, était dans ce truc-là. Pour lui, c'était très difficile. Parce que, comme tu dis, il devait se tenir au courant, les tests, savoir où on était. Toutes les 5 minutes, il y avait des exigences au niveau sanitaire. Moi, j'ai été un petit peu épargnée par rapport à tout ça. Ok, ok, ok. Écoute, si ça te va, si t'as rien à rajouter, on va passer à la deuxième partie de ce podcast où on va parler de ton TDAH au quotidien. Et je sais que tu voulais parler de plusieurs trucs, notamment l'aspect professionnel et les comorbidités. Donc, si ça te va, on part sur ça. Ouais. Alors moi, par rapport aux comorbidités, c'est vrai que bah, du coup, moi, je disais que j'avais toujours eu des facilités scolaires, mais pas dans toutes les matières. Par exemple, je suis dyscalculique. C'est-à-dire que je pouvais
toute l'énergie que je voulais à écouter ce que disaient les professeurs, à m'entraîner, ça rentrait pas en fait. C'est comme si j'avais ce qu'on a avec la dyslexie, mais avec les chiffres en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des chiffres, même de base, alors je sais quand même lire, je sais calculer, je sais faire des fractions, mais si tu commences à me demander des équations, si tu commences à faire un problème comme on peut avoir niveau CM2, je suis en difficulté. C'est ok. Ça te fait des. T'as des exemples dans la vie quotidienne où tu peux bugger ou tu peux être au ralenti par rapport à ça? Bah, les gens qui vont parler en pourcentage, quand ils disent oui, 20%, bah moi c'est hyper compliqué quand tu parles comme ça. C'est pas abstrait, j'ai besoin de que tu me dises sur 100 personnes, il y en a 20. Si tu commences à me dire 30, voilà, c'est compliqué ce genre de choses. Ce qui va être difficile aussi, bah, ça va être, bon, c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas beaucoup de problèmes comme quand tu es en primaire. Mais par exemple, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup mis en difficulté. Ma dyscalculie va faire par exemple que quand là, je suis à mon compte, je vais devoir faire ma facturation, c'est très compliqué. Quand j'ai pris des cours de compta, machin, c'était très compliqué. Entrée-sortie, tout ce qui est équation. Alors c'est vrai que tu vas me dire, les maths, tu les avais pas au quotidien, mais je sais qu'en tout cas, ça a été une difficulté. Et comme je pense que c'était un problème qui était latent, mais avec le TDAH, ça a aggravé un peu les choses. Pareil pour les langues étrangères. Alors Pardon. vas-y, justement, on va faire si tu veux bien, le compte des comorbidités que tu as, ou en tout cas que tu voulais aborder. Ouais. Donc, la dyscalculie. Ensuite, numéro 2. L'anxiété sévère. Je souffre d'anxiété sévère, vraiment. Donc, j'ai eu un diagnostic pour ça en dehors du TDAH. Donc, c'est-à-dire que j'ai mets tellement la pression par rapport aux erreurs qu'on peut avoir en tant que TDAH, les problèmes de rendez-vous, les oublis, le fait de pas à la hauteur, que je développe une angoisse en quoi, par exemple, la veille de partir en formation, j'ai une checklist et je peux regarder ma valise 6, 7, 8, 10, 12 fois, tellement j'ai peur d'oublier quelque chose, tellement j'ai eu d'aventures avec des paires de cartes bleues, d'oublis de billets, de téléphone pas chargé. J'ai développé des espèces de TOC. Moi, c'est un peu pareil. Moi, la comorbidité n'est pas diagnostiquée, enfin, n'est pas établie, mais oui, je pense que j'ai aussi de l'anxiété. Et c'est vrai, c'est très dur. Est-ce que du coup, t'anticipes vachement, t'imagines le pire, ça se passe comment pour toi? C'est ça. J'anticipe vachement, j'imagine le pire, j'essaye de tout prévoir, je m'impose des listings délirants dans ma parentalité, dans mon boulot, et que j'arrive pas à tenir, ou quand j'arrive à les tenir, après, bah, c'est pour faire des pétages de plomb ou des burn-out toutes les 5 minutes. Ouais, donc ouais, on est sur ça, on est pareil. Moi, j'avoue que Euh, parfois, j'ai des surfroides en imaginant qu'il y a des gens qui préparent leur sac sans l'aide d'une liste préparée, revérifiée 10 jours à l'avance. Moi, j'avoue que j'ai du mal à faire sans. Ouais. Alors moi, c'est vraiment pour la parentalité parce que je suis pas quelqu'un de très rigoureux. C'est vraiment dans la parentalité que j'ai tellement pas envie que mes filles et une maman passent pour des cassos ou manquent de choses par rapport aux autres enfants, par rapport à mon TDAH, que du coup, là, j'ai les listes. Là, je m'impose. Là, je relis 10 000 fois les mails. Et qu'à côté de ça, il y a quand même beaucoup de couacs. Je vais quand même oublier que c'est le spectacle aujourd'hui et qu'on avait dit haut blanc et short noir. Je vais penser que au blanc. Je vais avoir lit trop vite et du coup ben je vais préparer ma fille trop tôt pour le carnaval, c'est pas la bonne date, c'est des petits détails comme ça qui vont faire que ça va être un peu compliqué. Donc là, il y a l'anxiété sévère. T'as des techniques à part les listes, à part le fait de planifier pour lutter contre ça? Non, Ok. j'ai pas trouvé. Si t'as, je sais pas. Peut-être que si vous nous écoutez, laissez un commentaire pour Arlette et moi si vous avez des suggestions pour lutter contre l'anxiété en tant que comorbidité quand vous êtes TDA, TDAH. On vous remercie en avance. Après, moi, ben, dans les comorbidités, pour moi, en tout cas, dans mon addiction, dans mes difficultés, c'est les troubles alimentaires. J'ai de la compulsivité alimentaire pour ressentir du bien-être quand l'angoisse est trop forte, quand j'ai trop de stress. Ça passe par quelle phase? Ça va être, tu vas... ouais, Boulimie, alors je vais pas manger tout un plat, mais moi c'est un rapport au sucre. Donc je vais engloutir des bonbons, je vais avoir besoin de manger des choses très sucrées pour avoir ce bien-être là du sucre très rapidement. Et plus jeune, c'était l'anorexie. Pendant mes études et tout ça, des phases d'anorexie, des phases de besoin de contrôler l'alimentaire pour essayer de gérer un peu ce stress. Ça a ouais, toujours été très lié. ouais, je vois très bien par rapport à l'addiction du sucre. J'ai la même. Ça, pareil, je sais pas à quel point on est beaucoup dans ce cas-là, mais quand tu me dis ça, je me revois très très bien avec ce trouble et de l'addiction au sucre. Et puis après, dans les autres
comorbidités que je trouve qui sont en tout cas pour moi liées, c'est je trouve que j'ai des troubles du sommeil, j'ai du mal à être quelqu'un de constant, à être quelqu'un dans les routines, dans la régularité. Et quand tu as des enfants, il faut avoir des routines et être Mhm. régulier. Donc ça, c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup d'énergie. Je vais pas bien réussir à le faire. C'est mon mari qui est, qui a cette éducation un peu allemande, vu qu'il est d'origine allemande, il a un truc très carré. C'est cliché, mais pour de vrai, il a été élevé très, très comme ça. Et du coup, voilà, c'est lui qui va mettre un petit peu ça. Je vais beaucoup me reposer sur lui. Et puis, il va avoir aussi toutes les difficultés de l'impulsivité dans le couple, dans les relations avec les gens dont je suis très proche. Parce que, effectivement, il y a quand je suis très fatiguée, quand ça va pas, j'arrive un peu moins à contrôler cette impulsivité. Je peux être très dure avec mes proches. Je peux vite m'énerver, je peux beaucoup crier alors que je suis pas quelqu'un de violent et que je suis gentille, mais je peux devenir tyrannique dans les rapports, malheureusement. Ouais, l'impulsivité, c'est un vrai problème. Moi, ça m'arrive aussi très souvent, le fait de pas pouvoir se contrôler, de dire ce qui nous passe par la tête, d'être... ouais, enfin, l'impulsivité, vraiment, au sens propre, quoi, c'est très très dur pour les autres à entendre, à gérer, mais faut aussi se rendre compte que pour la personne, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont victimes de ça, c'est aussi très très dur à gérer émotionnellement parlant, quoi. C'est ça, parce qu'après, tu te sens vraiment pas bien et tu culpabilises. Parce que, comme tu dis, je suis sans filtre. Et quand je vais mal, j'ai besoin de tout évacuer. Et je vais te dire tes quatre vérités. Mais par contre, je vais m'autoriser que ça qu'avec des gens très très proches. Donc malheureusement, c'est les gens que t'aimes le plus qui vont plus subir. Et c'est ça. Et tu vas pouvoir gérer avec les gens que t'en as rien à secouer. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, là, ça peut être le gros travail actuellement. En tout cas, si je devais dire actuellement les points que je travaille, c'est sur ça. C'est que se dire que les gens de mon entourage, ils ont beaucoup pris. Et à un moment donné, ils ont un peu ras-le-bol, quoi. Ouais, je peux comprendre. Après la différence, c'est que je pense que ça fait une différence quand tu as un entourage qui est d'un au fait de ce que c'est que le TDAH, et de deux, quand tu es voilà, avec des gens qui ont chacun des troubles, qui ont une autre perception de ce que toi tu vis. Mais voilà, il y a plein de situations, il y a plein de gens au quotidien qui sont avec des gens qui ont pas de troubles, et pour lesquels c'est extrêmement dur de comprendre la réaction des personnes TDAH impulsives, parce que pour elles, il n'y a pas de raison de faire ça. Tout à fait. Et surtout que moi, mon mari, il est plus du coup le côté calme avec son éducation a pris le dessus. Il a plus des troubles de l'attention qui prennent le dessus. Et du coup, c'est vrai que de me voir moi exploser toutes les 5 minutes ou très mal gérer mon émotion ou être complètement submergée, c'est se dire, mais qu'est-ce que c'est fou ce qu'elle perd le contrôle. Je fais peur, quoi. Je peux faire peur. Et c'est vrai que même dans mes relations amoureuses, il y a des fois où il y a des histoires qui ne se sont pas conclues parce que la personne se disait, je pourrais pas assumer. C'est une tornade. Est-ce que tu aurais, sur ça, tu aurais peut-être, je sais pas moi, un conseil ou quelque chose à dire pour les personnes, pour les conjoints, pour les amis, pour l'entourage des personnes comme ça, impulsives. Est-ce que tu aurais ouais, un conseil pour peut-être les aider en fait à comprendre ce que vit l'autre? Moi, je pense que c'est peut-être accompagner au rendez-vous pour prendre conscience de ce qui se dit. Parce qu'en général, c'est un parcours que tu fais un peu tout seul quand tu vas voir ton neurologue ou tu vas voir ton psychiatre. Et je sais que moi, ce qui a marché chez moi, c'est quand j'étais accompagnée, que j'ai impliqué mon mari dans la boucle. D'entendre quelqu'un d'autre dire et m'entendre parler de mes difficultés à cœur ouvert, même si on communique, hein, mais ça m'a aidé. Et bien sûr, je pense qu'il y a de la patience et de l'amour, et effectivement, bien sûr, la personne doit s'écouter. Et je pense que tant qu'il n'y a pas de la violence, de la vraie violence, hein, par exemple, que si je me permettais de tabasser les autres, bien sûr qu'il faudrait qu'ils fuient, ou ce genre de choses, ou d'être dans l'harcèlement psychologique, mais là, je sens quand même qu'ils se rendent bien compte que c'est pas tout le temps que je lutte et qu'il y a beaucoup de souffrance derrière et que après j'essaye de me rattraper et que j'explique et que je mets un mot sur les choses. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment le dialogue pour moi et la communication. Et eux aussi, le faire à des moments dans le couple, de se dire, en tout cas pour ma part ou dans mon entourage, ça a été de dire, bah tiens, là moi j'ai pris beaucoup de place, je vais un peu mieux, tiens, c'est ton tour. Vas-y, c'est ton tour. Ouais. Et t'as raison, c'est un très bon conseil, je pense, parce que de dire, euh, comment dire, de vraiment inclure l'autre dans le processus en allant, par exemple, en rendez-vous chez, je sais pas, ton psychothérapeute, ton neurologue, ton psychiatre, parce que j'ai l'impression que pour l'autre personne, pour le conjoint, pour l'ami,
la personne n'a que en fait le point de vue de la personne TDAH en fait. Et pas que on croit, la personne va pas croire l'autre, mais je pense que ça peut aider d'avoir en face un professionnel qui explique et qui affirme en fait ce que vit l'autre en face. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, en tout cas, j'ai vu la différence entre moi qui disais, et moi qui lisais des articles avec mon mari qui l'a saoulé, il en pouvait plus de cette histoire de TDAH. Et quand après, il y a été avec, qu'il m'a accompagné, qu'il a entendu ces mots sur mes difficultés, en tout cas, quand été à la clinique du TDAH en Belgique, ça a fait beaucoup de bien à notre couple. Ce qu'il faut dire et redire, ça génère malheureusement beaucoup de souffrance pour les conjoints de personnes TDAH, mais aussi pour les personnes TDAH qui doivent assumer les conséquences après de leur impulsivité, de certaines situations. Tout à fait, c'est vrai que par exemple, comme je te disais, je me repose quand même beaucoup sur lui pour les routines. C'est quand même lui qui structure beaucoup la maison et quand on voyage, c'est lui qui va tenir les passeports, c'est lui qui va checker certains trucs. À des moments, il a pu m'infantiliser alors que je pouvais gérer certaines choses. Donc il a fallu aussi qu'on remette les choses au clair. Je suis pas un enfant, j'ai des difficultés. Alors il y a des trucs sur lesquels je peux être nulle, mais il y a des choses sur lesquelles je suis très bonne, j'ai pas besoin que tu me checkes. Ouais, Et c'était ce bon équilibre parce que d'un côté, c'était difficile pour lui de savoir à quel moment j'avais complètement besoin qu'il prenne le relais et à quel moment il fallait qu'il me laisse vivre. Donc il a fallu vraiment parler, mettre les choses sur la liste. Lui aussi qui me dise ça c'est lourd quand tu fais pas d'efforts pour ça et que moi je repasse derrière toi. Mais tu te rends pas compte que moi je repasse 20 000 fois derrière toi et que toi tu fermes pas les portes du placard. Que toi, et pour lui c'était important, ça paraît bête comme ça. Mais sur le quotidien, ça peut user ce genre de choses. bien sûr. Et je suis obligée de repasser derrière toi parce que faut refermer la maison, faut refaire le tour. Et du coup, moi aussi, je me suis mis aussi des checklists pour l'autre, pour le bien-être de l'autre. Ouais. Et ça m'aide. Ça met un peu de pression, parce que je me l'impose toute seule, hein. Mais je me suis dit, tiens, pour lui, ça, c'est important. Je mets ma force dessus. Ou tiens, en ce moment, je suis fatiguée, excuse-moi, j'arrive pas à ranger le linge là. Là, j'arrive juste à, quand il est sec, le mec dans la corbeille, mais j'arrive pas à le plier. Du coup, il va plier et il va comprendre. Ça va durer un petit temps, une semaine, 2 semaines, puis je vais me reprendre. Voilà. Ouais. Ce qui est important, c'est d'une la patience et ce qui est, j'ai l'impression, ce qui est le plus dur, dis-moi ce que tu en penses, mais c'est d'arriver à communiquer sans le prendre personnellement en fait ce que va te dire l'autre personne en face. C'est trop dur. Moi, j'ai pas trouvé la solution. T'y arrives, toi? Moi, ça finit toujours, je fais pleurer ou je me mets en colère. Il n'y a pas d'autre truc. Pas plus la solution à part le fait de peut-être, et encore ça marche pas tout le temps, c'est de dire, de faire comprendre à l'autre en fait, tu vois, quand tu viens me dire quand tu viens me dire ça en fait, m'expliquer ça, moi je le prends personnellement parce que je pourrais pas expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir un reproche, d'avoir qu'on me gronde, et à partir de ce moment-là, ça déclenche un truc chez moi, et lié à l'impulsivité, en fait, ça part en cacahuète en général. Donc expliquer à l'autre que c'est peut-être une manière de présenter le truc. Ce qui est sûr, c'est que c'est très très dur. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que bah, du coup, quand il me prend, quand par exemple, il met pas trop de gants parce qu'il est un peu saoulé, hein, c'est un être humain, c'est pas toujours dans mon sens, il va me dire, ah, écoute, toi, tu saoules pour ci, c'est pas vrai, t'as perdu les clés de la voiture, des choses qui peuvent saouler sur le quotidien. À quoi, elle est où là? On doit partir, on a besoin de partir, je sais plus où j'ai mis ci, alors que je m'étais fixé un endroit, je me rappelle plus la cachette, bref. Et du coup, effectivement, comme tu dis, je trouve ça intéressant de pouvoir dire à l'autre, là, en tout cas, ça me blesse, je suis déjà mal, je comprends que tu sois énervé, mais là, c'est trop pour moi. Est-ce que tu avais une autre comorbidité que tu voulais rajouter à Bah, cette je liste? voulais juste dire que je voulais savoir est-ce qu'il y a des TDAH qui arrivent à avoir une vie. Un petit peu comme Charlotte, j'avais été admirative de la routine qu'elle arrivait quand elle parlait d'hygiène de vie. Moi, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire sur le long Mhm. terme. Je vais pouvoir me ressaisir, comme quand tu dis, je vais faire du sport et prendre des résolutions, tenir quelques temps, mais j'ai jamais réussi à être constante. Je veux dire, ça ne tient pas même quand j'essaye d'être raisonnable. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a certains qui arrivent vraiment à avoir un mode de vie, entre guillemets, où ils ont un peu contrecarré le TDAH en ayant une vie vraiment saine. Je me couche tôt, je dors correctement, parce que j'en ai besoin, je mange correctement, je fais voilà.
je pars pas dans ce chaos que peut avoir certains TDAH par moment. Je voudrais savoir si certains, effectivement, ils ont réussi à avoir ça sur le long terme. On fait un appel pour les éditeurs. Si vous faites partie de ces personnes qui arrivent à avoir une rigueur, dites-le nous. Ma recommandation en fin d'épisode pourra peut-être t'aider sur ça. Tu verras. Moi, en tout cas, je peux te dire que c'est impossible de tenir à 100% et de jamais avoir de rechute. Surtout qu'il y a des trucs qui dépendent pas de toi. Par exemple, tu parlais des troubles du sommeil tout à l'heure. Moi, je sais que je peux avoir une hygiène de vie irréprochable, me coucher tous les jours à la même heure. Je vais quand même avoir dans les comorbidités des troubles du sommeil, mais qui arrivent de nulle part. C'est-à-dire que je fais tout bien et parfois je vais me réveiller à 2 heures du matin, ou 3 heures, ou 4 heures. Donc il y a quand même des effets, même si tu essaies d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Ce qui est le truc, qui est le truc le plus dur. Bah écoute, moi ça me fait du bien que tu te dises ça parce que ayant jamais réussi sur le long terme, je culpabilisais beaucoup de mes troubles du sommeil. Et du coup là d'entendre que pour certains, et c'est pas la première fois que j'entends ça, que même quand ils font tout ce qu'il faut, il y a quand même des petits couacs, ça me rassure parce que je me dis donc là on est vraiment dans le trouble cognitif où il y a des choses que tu contrôles pas du tout, c'est pas de ta faute quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis après, c'est, c'est sûr que si tu as une hygiène de vie qui est un peu bancale, ça va accroître les risques. Mais je pense que, enfin, moi, dans mon cas, je parle personnellement, dites-le moi en commentaire si jamais vous avez une autre expérience. Mais moi, j'ai beau avoir un rythme de vie constant, avoir des habitudes, il y a des effets, des comorbidités qui vont, quoi qu'il arrive, revenir. Et moi, j'en suis arrivé à un point où je me suis fait un peu une raison, c'est-à-dire que j'ai beau faire de la méditation, m'apaiser et tout, mon anxiété, elle disparaîtra pas. Elle sera toujours là, tu vois, ça va l'apaiser un peu, mais c'est pas quelque chose qui disparaît. Donc voilà, pour les gens comme toi, qui le vivent, je pense que c'est aussi un truc de lâcher prise en fait. Faut faire du mieux qu'on peut, mais le truc, faut faire en sorte que de vivre avec, malheureusement. Tout à fait. Et puis la dernière chose aussi que je me disais, c'était, je parlais beaucoup d'angoisse de performance et la pression qu'on peut se mettre par rapport à une espèce de perfectionnisme ou un idéal qu'on aimerait avoir. Ça répond un peu à ce que tu dis quand tu parles de lâcher prise. Et je me dis, ça, c'est dû à mon éducation parce que j'ai tellement dû rentrer dans la normalité pour pas faire de vagues, pour pas me faire remarquer, entre guillemets, dans mon entourage, que je me suis mis une pression pour me dire, bah tiens, la normalité, c'est les autres, il faut que je sois comme les autres. Je me dis, est-ce que des générations plus jeunes qui ont eu quelque chose de beaucoup plus compréhensif, de beaucoup plus, on va dire, une vraie identité de TDAH où ils n'ont pas eu un déni, est-ce que du coup c'est des adultes un peu plus épanouis? Est-ce que c'est des gens qui finalement se disent bah écoute, j'ai merdé au boulot, c'est pas grave, je m'en veux pas, c'est pas grave, voilà. Est-ce que leur vie elle est un peu, est-ce qu'ils sont un peu, ils se flagellent un peu moins que moi par exemple? C'est une question aussi que je me pose. Pense comme ça, alors je veux pas répondre pour tout le monde, tu vois, mais j'ai l'exemple pas un exemple direct, mais un ami qui m'avait dit que dans ses connaissances, il avait un très bon ami à lui qui avait fait une tentative de suicide, plein de problèmes perso, et à partir du moment où dans sa vie il a mis un mot, il a posé un diagnostic sur ce qu'il avait, c'est-à-dire un TDAH, ça a complètement changé sa vie. Donc je pense, c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est la norme, mais je pense qu'il y a un peu ce côté-là, déjà pour cette personne qui s'est fait diagnostiquer à l'âge de 45 ans, après une tentative de suicide, ça a eu un impact incontestable dans sa vie où il s'est enlevé la pression de je suis pas comme les autres, il y a un problème parce il savait il avait un mot, il a pu mettre un mot sur ça. Donc je pense que ouais, plus tôt tu sais ce que t'as, comment tu dois vivre avec, je pense que ça t'enlève un poids, ouais, et du coup tu vis beaucoup plus facilement avec ton TDAH. Par exemple, je repense à l'épisode précédent, Charlotte qui disait qu'elle elle était diagnostiquée rapidement aussi, et il y avait ce côté, en tout cas c'est ce qui transparaissait, c'était elle vivait plus librement, maintenant c'est mon TDAH, c'est comme ça, et il faut que j'apprenne à vivre avec, et du coup ça enlève une pression, j'ai l'impression.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand du coup, comme j'ai pu moi écouter, j'ai eu la chance d'écouter le premier épisode, j'ai ressenti ce truc-là, qu'il y avait quelque chose de, ouais, bah ouais, c'est comme ça, je suis comme ça, et voilà. Ouais, J'ai bien aimé. exactement. Et, euh, et alors du coup, en parlant de différence, en fait, tu m'en avais parlé en fait, et je voulais qu'on en parle un peu tous les deux, parce que moi j'ai aussi plein de trucs à dire sur ce sujet-là. Tu voulais aborder le fait d'être un professionnel, en fait, le fait d'être un TDAH au boulot. Ouais. Du coup, vas-y, je t'écoutais. Qu'est-ce que tu voulais mettre en avant sur ça? Bah, je voulais parler de toute cette difficulté-là où je pense que si je devais dire pour ma part, j'ai trouvé que voilà, les gros moments, ça a été l'école où j'ai été confrontée à la différence. Je trouve qu'aussi, autant dans mes études, ça a été, mais au niveau professionnel aussi, ça a été un gros choc. Entre guillemets, pas un gros choc, mais en tout cas, il y a une grosse difficulté parce que là aussi, je me suis retrouvée avec parfois dans les petits couacs de TDAH, en tout cas dans ce qui me concerne, les oublis, le fait de perdre ses papiers, le fait de se lever subitement, le fait d'arriver un petit peu en retard à la réunion, le fait de décrocher, le fait de jouer avec le stylo pendant une réunion, le fait de remuer, de passer pour quelqu'un de brouillon, de négligent au premier abord, d'être quelqu'un qui n'a pas la bonne distance. Soit t'es trop à fond, soit t'es un peu détaché, alors que les autres, on dirait qu'ils respirent pour ça, qu'on dirait que leur vie, elle en dépend. J'ai eu l'impression que parfois, il y avait certains rapports de force qui se créaient avec des personnes qui jouaient les chifaillons ou qui avaient des comportements où ils étaient très scolaires et qu'ils avaient besoin d'être très scolaires et moi je le suis pas. Et c'est pas pour autant que je suis pas une bonne pro et du coup, je devais me battre contre ces gens-là. En plus, enfin, alors moi, ça a été un peu ça l'est toujours, j'allais dire, le combat de ma vie un peu sur ça, donc je suis bien placé pour en parler. Moi, je pense que avec l'école, il y a pas plus difficile pour un TDAH que le cadre professionnel. Pour plein de raisons, parce que c'est un cadre, alors en fonction de où tu travailles et ce qu'on te demande, c'est un cadre où on te demande d'être très corporate, c'est-à-dire d'être comme les autres, et par définition, le TDAH est tout sauf académique en fait. Déjà, de base, ça part mal. On va te demander de respecter des règles qui vont être plus ou moins dures à respecter si tu es TDAH. Le rapport aux autres aussi, c'est compliqué dans le travail. C'est-à-dire que souvent, les personnes avec un TDAH ont besoin d'être stimulées, à avoir des relations authentiques, et c'est pas forcément au travail où tu vas les trouver. Il y a quand même beaucoup de faux semblants, de rapports un peu contrariés au travail. Donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, et puis oui, il y a un dernier point aussi, c'est le conformisme. C'est-à-dire que, encore une fois, je parle d'un point de vue général, ça dépend de où vous travaillez, dans quel cadre, mais dans la majorité des cas, il y a quand même un rapport au conformisme dans le travail, c'est-à-dire tu dois être habillé comme les autres, tu dois te comporter comme les autres pour créer un ensemble uni. Et c'est tout sauf en adéquation avec le mode de fonctionnement d'un TDAH. Pour moi, c'est-à-dire que le TDAH, il fonctionne un peu comme un électron libre et généralement on veut pas trop d'un électron libre dans une équipe. Donc pour moi, mis bout à bout, c'est que des éléments qui font que pour un TDAH, c'est un cadre qui peut être extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui revient très très souvent dans les personnes qui parlent de leurs difficultés en étant TDAH. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours admiré, pas admiré, mais si quand même j'ai une forme d'admiration quand je suis sur les réseaux sociaux, sur les groupes du TDAH, que j'en vois certains qui sont complètement marginaux, qui assument à 48 ans de pas avoir trouvé leur voie, d'avoir fait les 48 boulots, et qui ont l'air de s'en sortir pas mal. Et d'être heureux, je trouve voilà, génial, parce que du coup, moi, c'est pas mon éducation. Pour moi, avoir un boulot, exister dans son boulot et s'épanouir, ou en tout cas être reconnu comme un bon professionnel, c'est les valeurs que j'ai eues familiales. Donc, je suis formatée dans ça. Et effectivement, quand ce que tu dis, je me retrouve totalement hein, quand tu parles de ce rapport-là, de ce conformisme-là. Effectivement, alors moi j'ai un métier où effectivement tu peux être un petit peu différent. Après, la difficulté que j'avais, c'était que mon boulot, ça consistait à donc mettre en place mes trucs de communication pour les personnes avec autisme, venir superviser les collègues, les aider pour monter en compétences, faire des formations. Donc tu es toujours dans le rôle de l'apprenant, de celui qui vient voir les autres. Donc moi j'étais jugée par rapport à ma différence, parce qu'on se dit mais elle se prend pour qui? C'est celle qui rend jamais les jeux, là, celle qui est toujours en train de perdre ses trucs et qu'on retrouve dans le couloir en train de vider tout son sac pour retrouver tel papier.
Donc ça a été la difficulté. Puis j'ai eu l'impulsivité. Donc quand les choses n'allaient pas aussi bien, que je voyais qu'il y avait vraiment de la mauvaise volonté ou beaucoup d'hypocrisie, j'avais du mal à être dans le faire semblant. C'est quelque chose qui m'est très compliqué. Ah ouais, Donc pareil. du coup, les rapports étaient compliqués. Il y avait effectivement, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient merveilleux, qui étaient authentiques et qui ont bien accroché sur ce que j'étais. Avec moi aussi, j'ai appris beaucoup d'eux, qui étaient hyper riches. Et d'autres, c'était compliqué ces rapports d'hypocrisie-là et de faux semblants ou de manque d'investissement. Et même cette injustice, tu vois, quand je vois que parce que moi, je travaille avec de l'humain. Donc c'est-à-dire que si tu t'occupes pas bien d'une personne ou que tu mets pas en place ce qui est mis, bah c'est la personne avec autisme qui empathie en fait. C'est elle qui progresse pas. Donc cette injustice-là, c'était Ouais. difficile de me dire, chacun fait son boulot comme il veut, je peux pas empêcher les gens de... On est responsable de soi. Et ça a été quelque chose de compliqué pour moi à vivre, pour essayer d'être neutre avec même des gens que je ne pouvais pas blairer par rapport à ce que moi j'estimais être du manque d'investissement. Et du coup, j'ai des souvenirs de collègues qui me disent là, quand je leur ai dit que je partais de mon travail, au début, t'étais hyper dure ou t'étais super distante, t'étais très froide, t'avais vraiment comme un espèce de masque. Tu t'es bien détendue et on t'apprécie beaucoup plus depuis que t'es toi-même. C'est cool ça, c'est cool quand t'as un recul comme ça. Mais tu vois sur ça, en fait, pour le formaliser autrement, genre, tu vas me dire si t'es d'accord, mais pour moi, par essence, le travail dans une entreprise, alors t'as la chance, j'ai l'impression, de travailler, comme tu disais, avec de l'humain. Et je pense que c'est peut-être une voie pour plein de gens qui sont TDAH, c'est une voie très gratifiante quand t'es TDAH parce que t'as un rapport direct avec les gens et ça peut être super important. Mais dans le monde de l'entreprise en général, ce qu'on demande aux employés, c'est quand même de se formaliser et de rentrer un peu dans un moule comme l'éducation. Et la majorité des gens, quand même, qui ont un TDAH, ont tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire ont tendance à se créer se créer leur environnement par rapport à ce qu'ils sont. Donc du coup, c'est très compliqué le monde du travail par essence, je pense. Oui, j'imagine, hein, parce que je le vois bien quand j'ai eu l'occasion de voir un petit peu du monde de l'entreprise, les exigences et les choses qu'il fallait. J'étais rien qu'en panique en voyant les gens. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont à vivre, quel quotidien, mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile. Ouais. Ouais, et tu vois, tu parlais tout à l'heure de parler de son trouble de l'attention à son employeur. C'est quand même, pour avoir parlé avec beaucoup de gens là-dedans, c'est quand même une question qui est très difficile à aborder. C'est-à-dire que tu sais pas du tout si comment on va se comporter avec toi. Faut avoir une confiance énorme envers son patron. Parce que au mieux, on peut ne pas le prendre en compte. Au pire, ça peut très mal se passer. Donc, enfin, c'est une question qui est super importante. Je pense j'en reparlerai dans un épisode spécial, mais ouais, le rapport du travail pour un TDAH et le monde de l'entreprise, notamment dans le privé, c'est effectivement par nature, je pense que c'est compliqué parce que c'est suivre des règles, être académique alors que la majorité des TDAH ne le sont pas. Là, cette année, depuis 26 août, là, depuis 4 jours, ça y est, j'ai pris un congé sans solde pour pouvoir avoir ce filet parce que je ne pouvais plus remplir les exigences de mon employeur. Tout ce qui était au niveau administratif et au niveau de ce que tu disais, de se conformer, il y avait de plus en plus de process et de choses qui faisaient qu'on t'enlevait un peu ta singularité, ta liberté. Et je sais que dans l'argument que j'ai mis pour demander le burn-out, c'est de dire voilà, j'arrive plus à rentrer dans vos exigences parce que j'ai un TDAH. Je suis en train de monter mon dossier pour la reconnaissance de travailleur handicapé parce que je me rends compte que je ne peux plus et que j'ai besoin à un moment donné d'avoir mon joker pour vous dire pause, laissez-moi respirer avec vos trucs et vos attentes. Ouais, ouais, Euh, ouais. et, Je vois tout à et, fait. et, et du coup, bah, comme je t'ai dit, je travaille dans l'humain, donc c'est clair que j'ai eu l'impression d'avoir de l'empathie, même si au bout d'un moment, ça aurait peut-être été 2 minutes et qu'ils étaient peut-être contents que je parte à cause de mes petites bavures de personnalité à la fin. Mais je me dis, dans un monde où c'est très sérieux, où on laisse peu de face à la fragilité ou à l'hypersensibilité, mais tu dois être complètement décrédibilisé, on doit se moquer de toi, ou tu vas même perdre des responsabilités. Je pense que c'est un vrai risque à prendre. C'est à réfléchir, quoi. Ah bah ouais, 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 non, clairement. Et puis moi, je parle pour moi, ce qui m'est souvent arrivé, c'est euh, comment dire, de se renfermer, si tu veux, d'essayer de rentrer dans le moule imposé, dans la structure, jusqu'au jour où il va avoir la goutte d'eau qui va te faire péter un câble. Et là, tu vas pas pouvoir dire oui.
Tu vas tout envoyer bouler, tu vas dire non, là, en fait, stop. Et ça peut être très violent. En vrai, ça peut être une forme de violence en disant non, en fait, ça, non, j'accepte pas. Et personne ne comprendra parce que tout le monde va accepter. Mais étant donné que notre cerveau fonctionne pas de la même manière, on est impulsif et là, on peut se retenir, on peut se contenir, mais il va avoir un moment donné où tout va partir. Moi, ça m'est arrivé. Et en général, ouais, c'est dur à vivre. Et du coup, tu as pu garder ton boulot, les gens, ils l'ont compris. Comment après, tu as rattrapé un peu les choses? Alors moi j'ai eu plein de galères dans le boulot, mais ce qui s'est passé, alors bon, je dirais pas de nom, je vais rester évasif, mais ce qui s'est passé, c'est je suis allé voir une fois mon responsable et j'ai dit un stop quoi. J'ai fait ça non. En fait ça tu me refais plus jamais ça. Ça en fait je refuse. Là, quand tout le monde accepte une situation, si tu veux, les gens comprennent pas pourquoi tu es le seul à refuser, mais quand on en revient à cette notion d'injustice, quand moi je considérais que la ligne avait été dépassée, j'en démordais pas. Je fais ça, c'est mort. Ça, vous pouvez me virer, il y a pas de souci, mais j'accepte pas cette situation. Voilà. Et donc, je suis parti de moi-même parce que ça devenait pas gérable. Et le jour où tu as été faire ça, quand tu parlais, tu as mis les formes en te disant je suis quand même dans le cadre de l'entreprise ou tu as vraiment littéralement pété un plomb? Alors, quand même, je sais bien que t'as pas tout cassé ou sur la tête de la personne, mais t'as mis un cadre, si on te filmait là, si on te regardait, c'était socialement acceptable, donc, de la façon dont tu l'as fait? Ouais, alors ouais, mais tu vois, les jours avant, je sortais chez moi, je sortais du boulot, je pleurais, j'étais en mode je vais tout casser. Et quand t'y vas, tu vois, tu réfléchis longtemps et tout le monde te dit fais pas ça, démissionne pas, ne te comporte pas comme ça, parce que les gens ne comprennent pas. Et toi, tu dis c'est moi, en fait, ma décision elle est prise. Tu vas, t'as la boule au ventre et t'expliques en fait, moi, voilà, c'est mort, vous avez franchi la ligne. Je veux pas travailler dans une atmosphère comme ça. Donc c'est un mélange de t'as envie de tout casser et en même temps tu sais que ce que tu fais personne va le faire et personne va te comprendre. Donc tu te réfrènes mais il y a le côté en mode tu boudes l'intérieur. Tu vois? Parce que tu sais que personne va te comprendre, que t'es seul face à toi-même comme ça, mais tu sais qu'il faut le faire. Donc ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu. Ok, parce que moi, du coup, en, 9 en 8 ans d'entreprise, il m'est arrivé trois gros pétages de plomb avec des chiffons ou des collègues qui avaient été beaucoup trop loin dans le manque de respect ou dans des sous-entendus sur ce que je pouvais être ou dans l'attitude. Et je prenais sur moi et les gens, je pense qu'ils s'en rendaient même pas compte que je bouais de l'intérieur, mis à part que je me fermais. Et par exemple, moi, contrairement à toi, le jour où ça pétait en mode je pétais les plombs, je hurlais sur la personne. En mode, c'est la dernière fois que tu me traites comme ça et tu te prends pour qui? On respecte les gens. Et du coup, ils ont toléré parce que c'était 3 fois en 8 ans. J'ai pas fait ça toutes les 5 minutes. Et puis, quand j'expliquais après lors de l'entretien, j'expliquais, voilà, il y a eu tel fait là, 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 et j'ai rien dit, là, c'est trop. Et du coup, j'arrivais pas à avoir cette jauge pour faire les choses correctement. Là, maintenant, j'ai 36 ans, j'espère que si je reprends une activité professionnelle, je n'aurai plus à faire ce genre de choses parce que c'est pitoyable. Je me sentais bête après à m'être répandu. Mais comme tu dis, avant d'en arriver là, moi, mon mari avait supporté toutes les périodes où, comme toi, je rentrais en disant je vais tout casser, en pleurant dans la voiture, en étant hyper mal. Ah ouais, ouais, non, mais je vois tout à fait. Mais moi, ça m'est déjà arrivé où, tu sais, c'est pas tout cassé, mais c'est ce mélange. En fait, t'as une boule au ventre avec l'anxiété, le stress, et t'as envie de tout casser, mais tu sais qu'il faut pas le faire. Et tu lâches 5-10% de ce que t'as au fond, tu vois. Et moi, cette situation, ouais, j'ai vécu ce que t'as décrit là, en mode une personne qui m'a accusé publiquement d'un truc que j'ai pas fait au travail. Et quand bien même si je l'aurais fait, je pense que c'était pas la solution de blâmer, de blâmer publiquement. Et j'ai dit ouvertement, je fais ça, non en fait. Moi, la limite, elle est là, viens, on va parler. Parce que ça, en fait, c'est inacceptable. Et après, quand tu vois que t'es pas suivi par ton management, tu hausses le ton, tu fais ça, en fait, soit vous faites quelque chose, soit moi j'arrête de bosser avec cette personne. Voilà. Et le ton s'élève parce que faut pas se laisser faire non plus, quoi.
Après, ouais, exactement. Moi, je veux parler du côté cool. Après, au niveau professionnel, parce que je trouve qu'il y en a quand même, c'est que bah, personnellement, pour ma part, euh, il y a cette originalité avec le TDAH qui fait que tu fais ton travail un peu autrement. Et que du coup, tu as un peu ta patte, tu es un peu unique dans ton approche et tu peux C'est avoir des vrai. très bons résultats. Le fait que tu peux être un collègue aussi qui est hyper agréable et intéressant et que tu as des périodes, des personnes dans ta vie qui vont compter à un moment donné, vous allez vivre des trucs, puis après, ça, vous allez vous éloigner, mais en tout cas, les moments où vous vous rencontrez, vous avez des bons souvenirs et qu'il y a des chouettes trucs qui se créent et t'en apprends beaucoup sur toi-même. Ça, je trouve ça cool parce que je me dis, oui, ça, je pense que c'est un petit peu grâce au TDAH, ce truc chouette, cette façon d'aborder le métier différemment. Je suis entièrement d'accord avec toi. T'as une, comment je pourrais dire, t'as une vision des choses qui est différente. Déjà, tu conceptualises les choses différemment. Donc, du coup, tu arrives avec des propositions différentes. Et ça peut être un vrai atout quand la personne peut être comprise et que le management sait comment l'utiliser. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Et avant le confinement, j'avais réussi à organiser un colloque dans ma région où j'avais contacté mes anciens employeurs qui étaient, j'ai eu deux, trois employeurs qui étaient extraordinaires, qui avaient vraiment pris en compte mon TDAH et qui m'avaient dit, écoute, on voyait bien hein, que tu arrives en retard dans un quart d'heure, que tu perds plein de trucs, mais quand tu fais ton boulot, c'est extraordinaire. Donc, il faut prendre les gens avec le pour et le contre. Alors oui, tu as 10 minutes de retard, mais quand il faut partir une heure plus tard, ça ne te dérange pas. Et du coup, ça, j'ai trouvé chouette. Et c'est pour ça que avant qu'il y ait le Covid qui bloque tout cette super conférence que j'essaie d'organiser, ce colloque que j'essaie d'organiser sur le TDAH adulte, je m'étais dit que c'est important que toutes les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux se rendent compte que c'est l'employeur qui doit aussi changer sa façon de prendre ce genre de difficultés. Si tu prends de la bonne façon, pour eux, ça peut être une plus-value. Et je pense que dans l'idéal, il faudrait même limite se dire que un jour, le monde idéal, ce serait t'es une dérogation, tu bosses que 4-5 heures, mais on sait que pendant ces 4-5 heures, tu vas être hyper efficace, on le qu'on t'oblige à prester 7-8 heures, alors que tu vas être beaucoup moins productif, qu'on ait une espèce de souplesse avec des profils comme ça. Ouais, je suis d'accord, c'est une très très bonne idée. Écoute, Arlette, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Je suis super content, on a parlé de plein de trucs et notamment au niveau du travail, tu vois, tu m'as donné plein d'idées, je pense que je reviendrai là-dessus. Est-ce que tu avais déjà, avant qu'on passe à nos recommandations, est-ce que tu avais un dernier truc à ajouter sur cette deuxième partie? Non, j'ai tout dit. Cool, c'est cool. Alors du coup, on va passer à nos recos. Alors du coup, moi j'avais, puisque tu m'en parlais, tu parlais tout à l'heure tu cherchais à savoir si les gens avaient des techniques pour être plus résilients face à leur mode de vie, à leur habitude. Moi, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui, je pense, devrait t'intéresser parce que ça parle de ça, pas que, mais ça parle notamment de ça. Alors le titre, c'est un livre anglais qui s'appelle Atomic Habits, et en français, je crois qu'il est traduit par Un rien peut tout changer, de James Clear. Et c'est un livre à la base sur les habitudes, sur comment mettre des habitudes en place, comment les faire perdurer dans le temps, comment éviter les mauvaises habitudes. Et il y a notamment tout un chapitre sur la fin qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça, qui fait vachement écho au TDAH. C'est-à-dire, il y a toute une partie sur pourquoi vous n'arrivez pas à faire perdurer vos habitudes dans le temps. Et donc, ça va assez à contre-courant de ce que je pouvais m'attendre tu vois, sur ce que tu peux lire à droite à gauche, sur les habitudes, sur avoir un mental d'acier et tout. Là, déjà, ça déculpabilise vachement les gens en disant c'est pas ta faute, c'est pas parce que t'as pas le bon mental et tout. C'est une suite d'organisation, d'environnement qui va te permettre en fait d'arriver à tes objectifs. Et là, j'en suis à la fin du bouquin. C'est vraiment un bouquin que je recommande pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'organisation ou qui ont tendance à décrocher au niveau de leur habitude. C'est un livre assez pratique, ça donne plein d'exemples. Donc vraiment, si tu as l'occasion de le lire, il est vraiment cool. Tu peux le trouver sur Audible et en français dans toutes les librairies. Un rien peut tout changer de James Clear. Moi, j'ai vraiment beaucoup aidé. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. J'ai noté. Je vais commander parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment des questions dont je peux avoir.
Ouais, bah franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Et sur un registre plus léger, j'avais une autre reco pour les éditeurs. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est plus en mode humoristique pour le coup. C'est une chaîne Instagram, un compte Instagram plutôt, qui s'appelle... le gars s'appelle Connor the Wolf. Alors c'est en anglais pour le coup, pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais c'est des petites pastilles, en fait, des petites vidéos sur le TDAH, sur le trouble autistique, sur c'est quoi de vivre avec le TDAH, le rapport aux autres. C'est des petites scénettes, c'est assez drôle en vrai, donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller voir. Le mec s'appelle Connor the Wolf. C'est très très drôle. Voilà. Ok, c'est noté, merci, c'est sympa. Et alors toi, dis-moi, t'es venu avec quoi dans ta besace? Alors moi, ce qui m'a bien aidé, c'est quand j'ai été voir un psy et que j'ai commencé une thérapie cognitivo-comportementale. J'ai trouvé ça chouette, cette approche où on vient sur des faits, on n'est pas en train de s'éterniser sur l'enfance, sur le rôle de la maman ou machin. On est sur ce que tu vis et ce que tu voudrais changer, et voilà, on est sur du concret, avec des choses concrètes. Puis d'avoir une personne extérieure qui est objective, j'ai bien aimé. Parce que du coup, moi personnellement, mon psy m'aide beaucoup pour tout ce qui est priorisé, faire un petit peu le tri, pour avoir un petit peu des comportements objectivables et me dire, ben non, là, vous êtes trop dur avec vous-même, c'est pas non, ça fait partie de vous, c'est pas grave, c'est positif. Puis pour d'autres, où, ah oui, effectivement, vous avez raison, on peut peut-être essayer de travailler ici, pourquoi ne pas tenter ça? Donc moi, il m'a donné des bonnes stratégies pour la procrastination. Comment des tâches redoutées sur lesquelles je bloque, je peux les faire de manière agréable, avec un contexte agréable, et ce que je peux me dire pour que ça aille mieux, ça a bien Mhm. marché. Et enfin, la méditation de pleine conscience. Alors pour le moment, j'ai pas encore le niveau pour le faire toute seule. Je suis souvent guidée par lui pour le moment. J'ai essayé un petit peu toute seule, c'est un peu moins efficace, mais ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation en termes de respiration, en termes de ressenti et de prendre le temps d'écouter mon corps et de m'écouter. Ça m'a beaucoup aidé et j'aimerais creuser le truc et le faire un peu mieux. C'est cool, c'est cool. C'est vrai que moi, on en avait un peu parlé pour préparer l'émission. Moi, j'ai découvert ça cette année aussi, je crois, la méditation en pleine conscience. Et j'étais un peu sceptique au début. Et c'est vrai que ça aide vachement à se recentrer, à être plus calme. Pour l'impulsivité, c'est génial, en vrai. Enfin, moi, je remarque que j'ai tendance à être beaucoup plus calme après une séance de méditation et même sur la journée. C'est très dur en vrai. Moi je le fais enfin je le fais pas guidé. Ça peut être dur de garder la concentration sur plusieurs minutes, mais je te rejoins entièrement. C'est un exercice qui peut changer la vie au quotidien. Ah bah ouais, je suis contente que tu penses la même chose parce que moi aussi, très sceptique, c'est pas le genre de choses, je me disais que c'était des bêtises et très très surprise par les Bah, résultats positifs. bah ouais, c'est ça, et ça demande qu'à être essayé, et après euh, tu le sens en fait. Tu C'est te ça. sens juste plus calme, moins. Tu vois, ce petit truc qui pourrait te faire partir au quart de tour, là, du coup, tu respires un grand coup, et c'est quelque chose, même maintenant, je le vois, je le fais souvent avant un événement un peu stressant, ou quand je sens qu'il va avoir l'anxiété, tu vois, respirer un bon coup, se recentrer sur les choses importantes et sur l'instant présent, ça fait du bien au corps et à l'esprit. J'avais le dernier point pour clôturer cet épisode. Est-ce que tu as une question, un thème que tu aimerais partager, tel un flambeau des Jeux Olympiques pour le prochain invité? Alors moi, j'aimerais demander au prochain invité s'il veut bien répondre mes questionnements. C'est est-ce qu'il peut me parler un petit peu des avantages qu'il a à être TDAH et est-ce qu'on peut se poser la question de finalement quelle part le TDAH prend dans sa personnalité? Est-ce que sa personnalité s'est construite autour du TDAH ou est-ce que c'est plutôt il a sa personnalité et après le TDAH est là et on espèce de mixer un peu entre les deux, voilà, et je serais curieuse de savoir pour l'inviter comment il se définit. Eh ben écoute, je transmettrai sans faute
ta question, ton thème à l'invité. Ça va être costaud à mon avis. Il va bien lui falloir 2 heures de préparation pour arriver à un début de réponse, mais promis, je transmettrai sans faute. Écoute, Sarlette, on arrive à la fin de cet épisode. C'était vraiment cool de t'avoir. T'as apporté plein de choses sur la table, vraiment, entre qu'est-ce que ça veut dire d'être TDAH dans un certain contexte familial, comment tu jongles avec tout ça, les différentes comorbidités que ça peut entraîner, et je pense qu'on a bien traité l'aspect professionnel, et ça me donne envie de revenir dessus sur un épisode spécial. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux dire peut-être aux auditeurs avant de lâcher le micro ? Bah, merci pour leur écoute et puis je leur souhaite en tout cas de vivre pleinement. En tout cas, si c'est des personnes qui sont pas concernées par le TDA, j'espère qu'ils ont un petit peu mieux compris. Et si c'est des gens qui le vivent, qui sont en plein dedans, j'espère que ça va être un petit peu utile, qu'ils trouveront quand même quelques petites choses sympas. C'est super. En tout cas, je te remercie énormément. T'as vraiment apporté plein de choses à cet épisode, et merci beaucoup pour ta participation. Merci, au revoir Antoine. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, voire même qu'elle vous a aidé, sait-on jamais. Un grand merci à Arlette d'être venue nous parler de sa famille et de son expérience. Si vous voulez participer à ce podcast ou juste nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à envoyer un mail à chacunsontdh@gmail.com. D'ailleurs, pour les invités, je recherche en priorité des hommes pour avoir un maximum de diversité dans les témoignages. Alors messieurs, n'hésitez pas à vous faire connaître. L'invitée du prochain épisode s'appelle Cynthia, et elle viendra nous parler d'elle et, entre autres choses, de la charge administrative et de certaines comorbidités liées au TDAH. Je vous prépare également d'autres formats plus courts, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Pour que le podcast continue de grandir, parlez-en autour de vous, commentez, ça aidera à faire connaître le projet. Chacun son TDAH est désormais disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google, Podcast Addict et autres. Le site web vient également d'être créé à chacunsontdh.fr. À très vite pour un prochain épisode.